Allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, merci d'être aussi nombreux. C'est vraiment très agréable de voir cette salle pleine. J'espère que ce temps passé ensemble va vous plaire et vous apporter plein d'infos et plein de motivation pour le monde à venir. Donc, cette soirée débat est organisée dans le cadre des assises territoriales de la transition agroécologique et de l'alimentation durable, qui est construite cette année autour d'un thème à la fois social et écologique. Mais oui, c'est encore l'occasion de démontrer, s'il en faut, que les deux vont de pair et ne feront pas l'un sans l'autre. Donc, ce thème, c'est celui de la démocratie alimentaire. Ces assises sont organisées par Montpellier Métropole et du coup, Isabelle Touzard est parmi nous. Donc, vous êtes vice-présidente à Montpellier Métropole en charge de la transition écologique et solidaire, entre autres. Alors, Isabelle, quel lien existe-t-il entre ces assises territoriales qui se déroulent donc cette année à Montpellier, ils étaient à Nantes et bientôt elles seront à Dijon, et la déclaration politique, c'est-à-dire une espèce de manifeste finalement que vous avez réalisé à cette occasion et dans laquelle les territoires demandent plus de moyens pour agir sur le levier alimentaire? Oui, ben bonsoir à toutes. Oula, il est fort mon micro. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, un lundi soir, on se disait, waouh, est-ce que les personnes voilà, vont pouvoir venir jusqu'au quorum pour discuter de ce sujet? Et on est vraiment, avec tous les coordinateurs, vraiment satisfaits de voir que oui, vous avez répondu présent. Parce qu'en effet, ce sujet est important. Alors, en deux mots, les territoires, hein, on parle des collectivités territoriales, les villes, les métropoles, les agglos, les comcom, etc. Ben, il faut savoir qu'en France, depuis, je vais dire, le début des années 2010, de plus en plus, elles s'investissent sur ces sujets-là. Elles prennent en main ces questions de comment soutenir le monde agricole dans cette transition vers une agriculture nourricière, plus vertueuse vis-à-vis de l'environnement, qui leur assure surtout un revenu décent. Et puis les collectivités, on s'engage aussi beaucoup de plus en plus sur la question alimentaire et on fait le lien entre les deux. Comment, dans nos villes, grandes villes ou plus petites, on peut garantir à nos citoyens, à nos concitoyens, un accès pour tous à cette alimentation saine, durable, de qualité et une alimentation qui soit choisie. Nous pensons surtout, les collectivités, à cette part croissante de nos concitoyens qui, malheureusement, on parle de jusqu'à un tiers hein, de la population française qui n'a pas la capacité de pouvoir manger comme elle souhaiterait le faire. Et par rapport à ces concitoyens-là, cette question-là qui est derrière nous, nous agite beaucoup dans les territoires. Alors, on agit avec les moyens dont on dispose. En tant que collectivité, ils sont nombreux. Hein. Il y a bien entendu la restauration scolaire, on le sait, je vais passer vite. On peut travailler et on travaille beaucoup. Je pense à Marie, à la ville de Montpellier, par exemple, qui vise des produits locaux, des produits bio, etc. On travaille sur la tarification sociale, mais on travaille aussi à comment on peut reconstruire des filières de proximité pour que nos producteurs puissent vendre localement à bon prix, à un prix juste, leurs produits. Je ne sais pas si vous connaissez le marché d'intérêt national, par exemple. On y travaille sur ces questions-là. Et beaucoup d'autres choses. Comment on peut appuyer aussi les agriculteurs pour trouver du foncier, pour pouvoir s'installer autour des villes. Comment aussi on peut travailler avec eux, les accompagner pour qu'ils, petit à petit, ils puissent utiliser moins de produits phyto, notamment pour protéger l'eau potable. Puisque nous, les collectivités, nous devons assurer pour tous les concitoyens une eau au robinet qui soit de qualité. Donc beaucoup de leviers que l'on utilise de plus en plus. 440 collectivités en France ont ce qu'on appelle des PAT, des projets alimentaires territoriaux aujourd'hui. Ils étaient que quelques-uns il y a une dizaine d'années encore. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'étend sur toute la France. Lors de ces assises, qui se déroulent là, hein, dans ces mêmes locaux sur 2 jours, près de 900 personnes qui viennent de partout en France, des élus, des techniciens, des associations, des organisations professionnelles, des entreprises, pour réfléchir et échanger sur ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui monte en puissance très fort. Et on a éprouvé le besoin de faire cette déclaration, dirigée à notre gouvernement, dirigée aussi au niveau de l'Europe, pour dire, voilà, quel est ce constat qu'on partage tous ensemble, les collectivités. Quelles sont les initiatives qu'on a prises, quels sont les moyens qu'on engage, parfois sur notre budget général, hein, budget propre, parce qu'on n'a pas de moyens dédiés,
et surtout pour demander voilà, certains éléments au niveau de la réglementation, au niveau des moyens, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, au niveau de la loi d'orientation agricole, au niveau de la PAC, pour que nous, les territoires, on soit pris en compte et que tout le travail que l'on mène soit mis en visibilité et appuyé par les politiques nationales et européennes. Donc cette déclaration, on l'a présentée ce matin. Et on invite toutes les collectivités de France qui le souhaitent à venir apporter de l'eau au moulin et expliquer ce qu'elles font pour la transition agroécologique et pour l'alimentation durable. Aujourd'hui, cette déclaration, elle représente combien de collectivités? Alors, pour l'instant, elle a été lancée par celles qui avaient signé à une première déclaration à Nantes, qui était le début, une 50aine, plus tous les organisateurs qui sont ici. Et maintenant, on a présenté ça ce matin. Donc, et maintenant, on attend que tout le monde vienne nous rejoindre. Parfait, l'appel est lancé. Une autre question, Isabelle, du coup, vous nous avez parlé des PAT, vous nous avez parlé d'autres démarches de tarification, par exemple sur la restauration scolaire. Quelles autres actions concrètes, est-ce que vous menez sur le territoire dans le cadre de cette démocratie alimentaire? Alors, je vais être rapide. Rapidement, parce qu'il y en a pour des heures. Et puis vous attendez tous, je pense, nos invités là, pour la table ronde qui va suivre. Alors, la démocratie alimentaire, c'est la façon dont chacun d'entre nous reprend le pouvoir sur son alimentation. Et reprendre le pouvoir sur son alimentation, ça veut dire aussi s'intéresser à toute la chaîne, jusqu'au producteur. Et donc nous, collectivités, déjà on est avec, je dirais, beaucoup d'intérêt et beaucoup de veille. On s'est mis en lien petit à petit avec l'ensemble des tissus associatifs, économiques, professionnels qui existent sur le territoire pour les appuyer en ce sens. Au début où la politique agroécologique alimentaire a commencé à Montpellier en 2014, on avait 5 conventions de partenariat. Aujourd'hui, on en est à 40. Donc petit à petit, on s'associe. On travaille ensemble, tous, on se connaît. Et donc, voilà, le rôle d'une collectivité, c'est d'appuyer ces initiatives-là, bien entendu, et d'appuyer tous le travail qui est mené pour la solidarité alimentaire au niveau des consommateurs, mais aussi, comme fil rouge, jusqu'aux agriculteurs. Et donc, parce qu'il faut savoir que cette précarité alimentaire, cette vulnérabilité face à la question alimentaire dont je parlais tout de suite, elle touche les consommateurs, les mangeurs, comme on dit, mais elle touche aussi beaucoup les agriculteurs qui sont dans des situations économiques désastreuses pour beaucoup. Donc on voit que ce système alimentaire, d'un bout à l'autre de la chaîne, il est défectueux. Il ne provoque que des aménités, ce qu'on appelle des choses négatives, quoi. Donc on travaille sur tous ces échelons-là. Je pourrais donner des détails, mais je pense que ce n'est pas le moment ce soir. Voilà, et puis je rajoute... Alors on va parler de la fameuse caisse alimentaire commune tout à l'heure, je vais laisser Nicolas en parler, mais beaucoup d'initiatives comme ça. Ici à Montpellier, mais surtout, sachez-le, partout en France, il y a une grosse vague qui est en train d'émerger sur cette question de la démocratie alimentaire, et on s'en félicite. Merci beaucoup Isabelle Touzard, vous pouvez l'applaudir, je vous en prie. Merci. Alors, je vous rappelle rapidement le programme de la soirée. Donc, on va avoir une table ronde avec 4 invités pour parler démocratie alimentaire pendant 1 heure environ. Et ensuite, on pourra avoir 45 minutes de questions-réponses avec vous. Donc, vous n'hésitez pas, vous notez ça sur un petit papier dans un coin de votre tête. Vu le nombre que vous êtes, il y aura de la frustration. Je préfère l'annoncer dès maintenant. Mais voilà, on va essayer de faire le maximum pour pouvoir répondre à vos questions. Et ensuite, en fin de séance, donc en fin de soirée, vous pourrez bénéficier d'une séance de dédicace grâce à la librairie Faire de Lettres, qui est juste dans le hall en haut. Donc ensuite, vous pourrez aller acheter des livres si cela vous intéresse et puis pouvoir vous les faire dédicacer. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Magali Chouvion. Je suis journaliste pour le magazine Sans Transition. C'est un magazine dédié aux innovations écologiques, sociales, économiques, qui vous pouvez trouver également dans le hall. Alors, cette année, nous vous proposons de plonger, comme je le disais, au cœur de nos assiettes pour décrypter, aux côtés de 4 personnalités engagées, les leviers d'action à notre portée dès à présent. Il ne s'agit pas d'être dans de l'utopie, dès à présent, pour construire une démocratie alimentaire. Face à l'urgence alimentaire qui touche de plus en plus de nos concitoyens,
Il est essentiel de remettre de l'égalité dans nos assiettes, tout en accélérant la transition agroécologique. Isabelle Touzard l'a rappelé, c'est toute la chaîne humaine des systèmes alimentaires qui est à revoir parce qu'elle est défectueuse. Elle est défectueuse pour l'humain, mais elle est aussi défectueuse pour l'écologie, pour la planète Terre. Alors, quelques chiffres en vrac qui vous donnent une idée de l'ampleur du phénomène. Un Français sur 6 ne mangeait pas à sa faim en 2022, selon le Crédoc. Un Français sur 6, ça veut dire une bonne centaine ici dans la salle. 45% de la population déclarait ne pas avoir assez à manger, mais pas toujours les aliments qu'elle souhaitait. C'est la question du choix alimentaire, ne pas pouvoir se nourrir comme on l'entend. Donc, autrement dit, cette population-là se restreignait finalement et perdait en qualité nutritive. On pourra en parler également. 20% des étudiants, donc un étudiant sur 5, qui affirme devoir sauter régulièrement un repas. C'est la jeunesse qui est en précarité alimentaire. Et enfin, la question de l'accès aux droits, qui est absolument essentielle dès qu'on touche à la précarité, c'est-à-dire que même les personnes qui sont dans le besoin et qui pourraient avoir accès à une aide alimentaire, il y a une personne sur 2 dans ce cas-là qui n'y va pas, qui n'a pas cet accès aux droits. Donc, il est clair qu'il en va de notre santé ainsi que de la viabilité de la planète. Nous devons remettre de la démocratie alimentaire. Pour parler de ce sujet, nous avons donc le plaisir d'accueillir Perrine Bulgheroni. Donc Perrine, Perrine est parvenue à montrer au sein de sa ferme le bec et loin qu'en travaillant à la main sans pétrole sur de petites surfaces, la production était non seulement plus résiliente et plus rentable, mais participait aussi activement à la régénération de la biodiversité tout en nourrissant la communauté locale. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages référents que vous pourrez trouver tout à l'heure dédiés à la permaculture. Bonsoir Perrine, merci d'être là. À ses côtés, une autre femme, vous allez voir, plateau paritaire à noter, hein. Donc, une autre femme pour évoquer notre assiette de demain, Salomé Saké. Nous sommes plus que paritaires, nous sommes en force. Donc, Salomé Saké, je la présente quand même au cas où. Journaliste économique pour le média Blast, engagée sur les questions liées à l'urgence climatique et la jeunesse. Elle est notamment l'autrice de Résister, qui cartonne actuellement en librairie, Salomé, on le sait, et Sois jeune et tais-toi. Et nous évoquerons avec elle la manière d'embarquer les jeunes publics vers une alimentation plus saine, plus durable, alors que la précarité alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, les touche de plus en plus. Allez, un homme, nous allons le plaisir d'accueillir maintenant Laurent Cherchi. Donc Laurent est artisan cuisinier, c'est comme ça qu'il se présente, chef du restaurant étoilé Reflet d'Aubion à Montpellier. Et lui travaille au quotidien les produits de saison, soigneusement sélectionnés auprès de producteurs locaux et issus de l'agriculture agroécologique. Nous explorerons avec lui sa vision d'une gastronomie engagée et inclusive. À noter quand même que son restaurant a obtenu la note maximale au label Écotable. Merci Laurent d'être avec nous. Et dernier invité, enfin un homme blanc de plus de 50 ans, ça y est, il est là. C'est Nicolas Brica. Vous pouvez l'applaudir. Veuillez m'excuser, Nicolas. On s'est dit qu'on était très indisciplinés ce soir. Il assume. Donc Nicolas est socio-économiste de l'alimentation et il nous plongera au cœur de la démocratie alimentaire en détaillant notamment l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation que vous devez connaître sur le territoire. Merci à vous quatre d'être parmi nous. Alors, nous allons commencer par le commencement. Vous voyez Nicolas, je commence par vous quand même. Il y a des restes. Est-ce que vous... Non, je parlais des habitudes. Je ne parlais pas de lui, je parlais des habitudes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste finalement la démocratie alimentaire? Parce que c'est un concept dont on entend de plus en plus parler et c'est une bonne chose. Alors on donne plus de pouvoir aux citoyens, ça tout le monde le comprend, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre?
s'il vous plaît. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Démocratie, donc, c'est un gouvernement pour lequel le peuple a la souveraineté. Il y a plusieurs modèles. Le modèle le plus courant, c'est la démocratie dite représentative. Le peuple il y a des élections et le peuple élit des représentants. C'est le modèle dominant et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même quelques difficultés avec ce modèle. Il y a beaucoup d'abstention, il y a du 49-3, il y a des choses comme ça. Et quand on parle de démocratie alimentaire, on entend plutôt implicitement une démocratie plus directe, dans laquelle des citoyens, des habitants vont pouvoir directement participer au débat public au travers de divers comités. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. C'est ça la principale idée, mais c'est l'idée aussi que les citoyens se sont vus confisquer le pilotage de leur alimentation. Aujourd'hui, le système alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des activités économiques et tous les acteurs qui tournent autour pour avoir industrialisé notre alimentation, aujourd'hui, ce système alimentaire, il est gouverné par une poignée d'acteurs qui ont fait leur richesse et leur puissance sur un modèle industriel de spécialisation, de concentration, d'usage massif de la chimie et de ressources non renouvelables, et qui, aujourd'hui, ont tendance à freiner la nécessaire transition de notre alimentation. Et l'enjeu, c'est de redonner du pouvoir aux citoyens, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un décalage très important entre les décisions qui sont prises dans les politiques publiques et ce que veulent les citoyens. Mais c'est même vrai au niveau des agriculteurs. Vous pouvez nous donner un exemple concret ? Le monde agricole est aujourd'hui représenté par des syndicats. 55% des agriculteurs ne votent pas pour les élections qui auront lieu les prochaines fin janvier. Ça veut dire que 45% votent, et parmi ces 45%, il y a effectivement un peu plus de 50% qui votent pour un syndicat qui est dit majoritaire, qui représente donc moins du quart des agriculteurs. Et quand on fait des enquêtes, comme l'a fait Parlons Climat, sur ce que veulent les agriculteurs, on voit que les 3/4 d'entre eux sont favorables à une transition agroécologique, alors que le syndicat majoritaire, aujourd'hui, il dit que c'est trop compliqué, que ça va faire perdre de la compétitivité et qu'il ne faut pas accélérer la transition. Donc on voit qu'il y a un décalage entre ce que les gens veulent et les façons dont aujourd'hui sont pilotées les politiques. Sur les pesticides, c'est pareil. La majorité des Français veulent moins de pesticides et veulent arrêter d'empoisonner leurs enfants. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des lobbies qui bloquent cette nécessité de passer rapidement à des systèmes qui n'utiliseront pas la chimie pour protéger les plantes. Donc c'est ça qui est en crise. Et pour reconstruire un rapport de force qui permet aux citoyens d'exprimer vraiment ce qu'ils appellent bien manger aujourd'hui et ce qu'ils veulent appeler bien manger demain, il faut trouver des mécanismes dans lesquels ils reprennent le pouvoir, ils reprennent la parole et ils se font entendre. Merci beaucoup. Alors dans cette notion de démocratie alimentaire aussi, sauf si je me trompe, il y a quand même une notion d'égalité. Voilà, on est en France, hein, c'est quelque chose qui nous est cher, et donc le fait de manger à sa faim et des aliments de qualité. Et là, Salomé, je me tourne vers toi. La précarité des jeunes, c'est un point névralgique sur cette histoire d'égalité dans l'assiette. Les jeunes sont surreprésentés parmi les recourants à l'aide alimentaire, par exemple. Donc, quels éléments est-ce que tu as pu trouver dans ton enquête sur ce sujet-là ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et aussi nombreux. Je suis si impressionnée ce lundi soir que vous soyez là. Donc vraiment, merci pour ça. Effectivement, dans ma première enquête sur la jeunesse, pour ce livre qui s'appelait « Sois jeune n'était toi », la question de la précarité, elle s'est beaucoup manifestée par la précarité alimentaire. Et en allant interviewer des jeunes de milieux sociaux différents qui faisaient des études différentes ou des professions différentes, très rapidement, je me suis retrouvée confrontée à cette question de la précarité alimentaire. Et quand on demande à un jeune sur 5, en réalité, qu'est-ce qui vous préoccupe dans la vie, pour beaucoup, c'est qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais manger demain ? Et j'ai rencontré certains jeunes, dont une jeune femme que j'interviewe dans le livre, qui au fur et à mesure du mois commençait à vendre ses meubles pour tout simplement pouvoir acheter de la nourriture. Donc on en est là aujourd'hui en France, 7e puissance économique mondiale. Les premiers précaires, ce sont les jeunes, c'est un jeune sur 5. On se représente souvent la pauvreté avec une grande diversité ou avec quelque chose de très intergénérationnel. En réalité, les premiers précaires, ce sont les jeunes. La moitié des files d'attente en France pour obtenir de l'aide alimentaire au Resto du Cœur, c'est des personnes qui ont moins de 26 ans, alors qu'ils représentent une minorité démographique. Récemment, cette précarité a explosé, notamment à cause de l'inflation. Il y a une enquête de l'association étudiante Linky
qui montre que en ce qui concerne les étudiants, on va donner des chiffres très concrets, 76% des étudiants ont un reste à vivre de moins de 100 € par mois. C'est-à-dire une fois que vous avez payé les factures, mais que vous n'avez pas payé votre nourriture, c'est-à-dire 3,33 € par jour pour s'alimenter, se nourrir, se vêtir, toutes les choses du quotidien. Donc aujourd'hui, on a environ un jeune sur 5 qui est dans une situation d'urgence. Et vous l'avez dit, il y a environ 1 sur 4 qui dit qu'il n'arrive pas à se nourrir tous les jours, de manière, tous les jours, ou qui ont faim à la fin du mois au moins une fois. Donc ça fait quand même beaucoup de chiffres qui sont très inquiétants. Je reviens avec des derniers chiffres. 91% des jeunes vivent avec moins de 1 000 € par mois, et 47% d'entre eux, donc soit quasiment 1 sur 2, vit avec moins de 400 € par mois. Donc en fait, les questions qu'on va aborder ce soir, et de manière générale, les questions d'alimentation sont un bon prétexte pour parler des questions de précarité. De manière générale, il y a quasiment 10 millions de personnes en France, jeunes et plus vieux confondus, qui vivent sous le seuil de précarité et qui sont confrontés à cette pauvreté. Il est à combien ce seuil de précarité? Il est à, je ne sais plus combien de pourcentage du revenu médian. Je crois que c'est la moitié du revenu médian en France, donc on est un peu à 1 100 €. Ouais, c'est ça. Donc c'est quasiment 10 millions de personnes qui aujourd'hui ont des gros soucis, et ce qui pose la question de la répartition des richesses. Et vous avez mentionné l'égalité. Peut-être qu'il faut parler de ça aujourd'hui, puisque la question de la démocratie alimentaire, c'est vraiment au carrefour entre 3 grandes thématiques, entre évidemment les questions démocratiques et politiques, et il y a beaucoup à dire, les questions économiques et les questions écologiques qui se rassemblent, et les premiers à en payer le prix, malheureusement, aujourd'hui, ce sont les jeunes. Merci beaucoup. Alors, ce sont les jeunes, et Perrine Bulgaroni qui ont préparé aussi cette table ronde. Tu m'as dit, ce sont les jeunes, mais ce sont aussi les femmes. Oui, et particulièrement dans le milieu agricole, parce que nous, les femmes, nous sommes minoritaires, et la reconnaissance déjà en tant qu'agricultrice, et encore plus dans la rémunération, elle est très difficile à acquérir. Les choses avancent. Aujourd'hui, c'est à peu près 25% des chefs d'exploitation, comme on dit en agriculture. Les chefs d'entreprise en agriculture, on appelle ça des chefs d'exploitation. Ça veut tout dire. Ce n'est pas des chefs feu, ce sont des chefs. Eh bien, ce sont des femmes. Donc, ça monte petit à petit. Mais elles n'ont pour autant pas cette reconnaissance inhérente à un chef d'entreprise qui gère ses cultures, qui gère sa comptabilité, sa com, sa famille et les enfants. Parce que ça n'a pas encore trop bougé. 80% des tâches sont encore imparties aux femmes. Donc, on a une véritable délicatesse là-dessus. Comment est-ce qu'on fait rentrer des femmes en agriculture? Et on en a besoin pour apporter plus de qualité dans les productions. Les hommes vont plus être, sans caricature aucune, vont plus être branchés sur la productivité, la quantité, et les femmes, de façon réaliste, plutôt sur la qualité. Ça, on le constate dans tous les chiffres. Et de fait, nous reconnaître, nous donner une voix et notre raison d'exister, c'est une façon aussi de faire cette transition agroécologique et humaine. Oui, alors on va rester dans le domaine agricole. Démocratie alimentaire, ça veut aussi dire souveraineté alimentaire. Parce que si on veut pouvoir choisir, c'est pareil, vous m'arrêtez si je me trompe, si on veut pouvoir choisir ce qu'on mange, encore faut-il avoir le choix. Encore faut-il pouvoir produire, pouvoir savoir ce qu'il y a dans tel ou tel produit qu'on a devant nous. Donc, toi, Perrine, avec la ferme du Bec et Loin, tu démontres qu'on peut produire de la qualité de manière intensive. Ce sont des mots qu'on n'entend pas souvent ensemble, et respectueuse des écosystèmes et des hommes et des femmes, bien sûr. Et donc retrouver une certaine souveraineté européenne en moins de 10 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ton concept? Alors, cette ferme, on l'a créée en 2003, donc c'est une aventure qui fait date maintenant. Et dans la lignée de cette ferme-là, beaucoup d'autres se sont installés, d'autres existaient. Donc ce sont des petites entités vivrières, particulièrement du maraîchage, mais il peut y avoir de la polyculture dans ces petites fermes-là. Et l'idée, c'est vraiment de nourrir le territoire. C'est pas d'aller emmener les produits dans une usine d'agroalimentaire qui va vous les transformer et les exporter à je ne sais combien de milliers de kilomètres, par exemple. C'est véritablement de nourrir le territoire. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure de ces années, donc depuis 2003, que le fait de produire très intensivement à la main, sur toute petite surface, nous rendait plus compétitifs que sur grande surface en mécanisé. Alors bien sûr, si on était
à la main sur grande surface, on ne serait absolument pas compétitif. Mais vous imaginez combien ça peut être disruptif. Alors à l'époque, le terme n'existait pas, hein, mais on était vraiment à contre-courant en essayant de remontrer que ce que faisaient les anciens, finalement, c'était pas si idiot, et qu'aujourd'hui, à l'aune de toutes les connaissances scientifiques dont on dispose, eh bien, si on faisait se recroiser cette intelligence de la Terre et cette intelligence scientifique qui nous apporte un autre éclairage, eh bien, on serait plus performant. Et j'aimerais qu'on fasse ça dans d'autres domaines, reprendre ce qui se faisait avec beaucoup de bon sens avant, le mêler à des constats, on va dire, un peu plus modernes. Et là, on peut complètement, à contre-courant, rétablir de la démocratie alimentaire, de la souveraineté dans les territoires, parce qu'il faut bien avoir en conscience qu'en France, la production alimentaire, tout confondu, hein, baisse depuis une dizaine, quinzaine d'années. Régulièrement, ça baisse. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourrait plus manger. Les surfaces agricoles sont là, le savoir-faire est là. Mais on a capté une bonne partie des terres agricoles pour une production qui n'est pas vivrière. Donc on n'est pas à l'abri, clairement, demain, d'un manque de production, en tout cas sur certains aliments, non pas parce qu'on ne sait plus produire, même si ça baisse, et que le dérèglement climatique s'est invité dans la danse, mais parce qu'on a fomenté un espèce de circuit logistique de l'alimentation entre le moment où nous, on le produit dans les champs, et vous l'avez dans l'assiette. Il s'est passé un nombre d'étapes, mais complètement ubuesques. Et là, on peut intervenir. Là, il y a de la marge. Donc, la souveraineté alimentaire, au sein de la souveraineté alimentaire, il y a aussi la notion d'autonomie alimentaire. Et les villes, je crois, ont 4 jours à peu près. Hein, ce sont les chiffres qu'on donne. Paris, c'est 3. Voilà, mais en moyenne, c'est 6 jours. Avignon, 8. Voilà. Mais globalement, c'est 4-5 jours d'autonomie alimentaire. Après, il n'y a plus rien à manger. C'est pour vous donner une petite idée aussi. Justement, on parle de manger. Laurent Cherchy, donc l'accès à la démocratie alimentaire, c'est aussi ce qu'on met dans son assiette. Et là, il y a toute une notion de culture qui est aussi très importante pour accéder à cette démocratie. Et vous, en tant que cuisinier, vous êtes prescripteur. Surtout que vous formez, en plus de futurs chefs, dans vos restaurants. Donc, qu'est-ce que vous leur apprenez à vos étudiants dans votre restaurant? Déjà, bonsoir à tous. Dans l'excellence du métier d'artisan cuisinier, on essaye de transmettre des valeurs qui sont quand même assez simples. Les valeurs du respect de la terre et du vivant, avec les acteurs locaux au plus proche, de transmettre le travail de chacun, que ce soit l'agriculteur, le pêcheur, l'éleveur. Voilà, Est-ce que les jeunes que vous voyez arriver, ils sont quoi? Ils sont à l'école hôtelière, j'imagine? Exactement. Alors, ça voilà. peut être des jeunes... Est-ce qu'ils ont déjà une idée là-dessus, une volonté, j'entends, de travailler avec des producteurs locaux? Ou est-ce que pour eux, la cuisine, c'est juste, je suis dans la caricature, mais se servir à métro? Comment est-ce que ça fonctionne? On a les deux cas. Alors, on a des jeunes qui n'ont pas eu aussi cette éducation à la maison parce qu'ils viennent de milieux sociaux différents. Et c'est à nous aussi à les éveiller sur ça. On est aussi acteurs de l'éveil, en tout cas, à bien se nourrir, parce que ça va... Nous, on a des jeunes, par exemple, qui viennent, qui ont 17-18 ans, enfin des jeunes et des jeunes filles aussi, parce qu'on en a beaucoup. Et du coup, déjà, ils sont en transition parce qu'ils deviennent jeunes hommes ou jeunes femmes, ils apprennent un métier et en même temps, nous, on leur transmet des valeurs sur la nutrition, sur le bien manger. Donc, on a déjà cette voie de transmission. Et après, on a aussi d'autres collaborateurs plus âgés, eux qui viennent nous rejoindre parce qu'on a été valorisés par des guides sur notre travail et du coup, on a une aura de restaurants éthiques et on a aussi ces collaborateurs-là qui viennent de par eux-mêmes pour s'éveiller sur cette conscience. Et un dernier mot, Laurent, moi ce que je trouve extrêmement intéressant dans votre approche, c'est qu'on n'est pas uniquement sur le gustatif, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect nutritionnel que vous mettez en valeur et en avant dans vos plats. Donc dans cette valorisation de travail et de technique et de transmission culinaire, on ne travaille pas que sur le plaisir gustatif, ça veut dire qu'on remet aussi le légume au centre de l'assiette et on ne se centre pas sur le travail de la protéine. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de cette balance entre plaisir de la table, mais aussi digestibilité, nourriture saine, en tout cas nous, dans le haut niveau de la gastronomie française. Super. Et oui, parce que manger, c'est pas uniquement se nourrir, c'est sûr. Bon, nous sommes à Montpellier. Isabelle Touzard en a parlé tout à l'heure.
Évidemment, on ne peut pas parler démocratie alimentaire sans parler de la sécurité sociale de l'alimentation, de la caisse locale. Nicolas Brica, est-ce que vous pourriez nous en dire plus pour ceux qui ne connaîtraient pas ce magnifique projet qui est SEM d'ailleurs? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une expérimentation. On essaye quelque chose de nouveau. Il y a 3 ans, c'est un collectif d'associations de solidarité, de soutien au monde agricole et d'éducation populaire. C'est un collectif d'associations à Montpellier, notamment animé par 2 personnes qui ont vraiment œuvré depuis 3 ans. Il faut vraiment les nommer, c'est Pauline Scherer et Marco Locoratolo, la première de VRAC Ecocinas, le second de FR Civam Occitanie, et qui ont proposé en fait à un collectif d'habitants de se constituer pour réfléchir et définir collectivement et en rencontrant des experts qu'est-ce que ça veut dire bien manger aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer que toute la population puisse bien manger. Donc aujourd'hui, c'est un collectif de 65 personnes. La moitié de ce comité citoyen de l'alimentation est en situation de grande difficulté pour accéder à une alimentation de qualité, parce que malheureusement Montpellier est une ville dans laquelle il y a beaucoup de précarité alimentaire. Et ce comité a discuté, réfléchi, rencontré des experts et défini un certain nombre de critères pour conventionner des lieux de vente qu'ils estiment des lieux de vente dans lesquels on peut trouver une alimentation de qualité qui leur convient. Il y a beaucoup de produits bio, y compris la demande venant aussi de gens qui ont peu de moyens et qui aspirent à pouvoir fournir ça à leurs enfants pour éviter de les empoisonner avec les résidus de pesticides qu'il y a dans les produits conventionnels. Donc il y a aujourd'hui, ça continue, il y a aujourd'hui 13 points de vente, il y a des marchés, il y a des magasins, il y a en tout 40 producteurs et artisans, transformateurs qui font de la vente directe. Donc ça, c'est un réseau de lieux de vente conventionnés. Et puis, ils ont créé une caisse alimentaire. Une caisse alimentaire a été constituée par 350 aujourd'hui expérimentateurs, donc des gens qui se sont portés candidats pour expérimenter, qui ont ensuite été tirés au sort pour respecter la stratification sociale et économique de la ville, c'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup de gens en précarité alimentaire dans ces expérimentateurs. Et le comité a défini des échelles pour proposer aux gens de les guider dans une autodétermination d'une cotisation mensuelle qu'ils donnent et qu'ils versent dans cette caisse. C'était intéressant parce qu'au moment où ça a été discuté, il y avait 3 lignes comme ça qui étaient écrites au tableau avec des échelles de revenus, des échelles de dépenses alimentaires, des échelles de reste à vivre. Et quelqu'un a failli marquer des lignes verticales et il y a quelqu'un qui a crié « surtout pas de grille, on ne veut pas se faire enfermer ». On ne supporte plus d'avoir à expliquer pourquoi on est en précarité et pourquoi ça nous donne droit. On va proposer d'expérimenter une libre décision guidée par ces échelles. Et donc, de fait, aujourd'hui, les 350 expérimentateurs payent entre 1 et 150, même certains 180 € par mois, une personne par famille. Effectivement, il y a des grandes familles, des petites familles. On est en train de travailler sur cette question. Et donc, chacun de ces 350 expérimentateurs touche tous les mois 100 € pour acheter à manger dans les lieux de vente conventionnés qui ont été décidés par le comité citoyen. C'est-à-dire que pour des gens qui payent 1 € par mois, c'est 99 € pour permettre de manger correctement, et les autres, c'est solidaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 2 ans que ça a commencé, que tous les mois, ce comité citoyen se réunit, continue de se réunir, continue de discuter, commence à vouloir s'intéresser à ce que c'est que la politique agricole commune. C'est-à-dire que en fait, le plus intéressant dans cette affaire, c'est qu'on reprend la main sur notre alimentation. Et c'est intéressant aussi de voir que ce comité dit toujours « ce n'est pas un projet de lutte contre la précarité alimentaire » parce que tout le monde est dedans. C'est un projet inclusif, en mixité sociale, et ce n'est pas un projet qui cible les plus pauvres, même si les plus pauvres ont effectivement bien leur mot à dire et ont repris un pouvoir sur le système. Donc ce n'est qu'une expérimentation. On a des financements aujourd'hui qui permettent d'équilibrer la caisse, parce que de fait, la moyenne de la cotisation, c'est 55 € par mois. Donc ça veut dire qu'on a 45 € de déficit chaque mois. Et ça, c'est compensé aujourd'hui par des dons
des subventions publiques et de fondations privées. Au départ, c'était un collectif d'associations qui s'est associé avec la recherche pour faire l'évaluation de l'effet de cette expérimentation et surtout avec la mairie, la métropole de Montpellier, avec les collectivités territoriales, soutenues également par la région, par le département. Donc c'est un projet qui embarque aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de monde, qui crée un énorme enthousiasme chez les jeunes parce que, comme ils disent, pour une fois, on peut se mobiliser pour quelque chose et pas uniquement contre quelque chose. Super, merci beaucoup. Salomé, je te regardais, tu voulais réagir à ce projet? Non mais j'aimerais effectivement, je trouve ça très intéressant de mettre la lumière sur ce type de projet parce qu'on les entend peu. Et très souvent, le discours médiatique, le discours politique, c'est le fameux « il n'y a pas d'alternative ». On a l'impression d'être embarqué dans une espèce de système destructeur qui augmente les inégalités comme si c'était une fatalité, comme s'il n'y avait pas vraiment d'autre solution et que si on était vraiment pragmatique, si on était vraiment sérieux, réaliste économiquement, eh bien on comprendrait qu'on ne peut pas lutter vraiment contre la pauvreté, contre la crise écologique. Ça, c'est un discours que j'entends tout le temps, moi, en tant que journaliste, et que j'essaie aussi de déconstruire en donnant la parole à ce type d'initiative, non pas pour dire, parce que ce n'est pas mon rôle de dire ça c'est la solution, mais de dire ça existe. Et je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreuses et nombreux ce soir pour que simplement on puisse réussir à prendre de la hauteur et se dire il existe des initiatives, il y a des économistes, des universitaires, des agriculteurs, des personnes sur le terrain qui pensent d'autres manières de faire sur le plan économique, vraiment sur toute la question du chômage par exemple, il y a les territoires zéro chômeur qui sont en train d'être expérimentés et pour l'instant c'est en train d'être un très grand succès. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et ça marche. Il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien. Et malheureusement, on n'en parle pas assez et on est complètement étriqué dans ce mode de pensée-là. Donc ça fait plaisir d'entendre qu'il y a des personnes qui se bougent et que ça fonctionne et qu'il y a un engouement aussi de la population et qu'on n'est pas obligé, condamné de rester à rester dans ce système-là. Perrine, un mot aussi sur cette expérimentation. Ça SM, je le disais, Toulouse, Bordeaux, la Bretagne, l'Île-de-France, entre autres. Voilà, il y a d'autres projets basés sur le même concept qui se développent. Moi, je trouve ça très juste et très vrai. Moi, ça fait plus de 20 ans donc, que je regarde un petit peu tout ce qui se passe en ayant les mains dans la terre. Et certaines personnes m'avaient contacté il y a quelques années en parlant de cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation. J'avais dit, bon, moi, je veux bien donner mon avis en tant qu'agricultrice, mais je ne vois pas du tout où ça va nous mener, cette histoire. Et puis, en voyant cette initiative-là, je me suis dit, ça y est, j'ai compris. Et je pense même qu'on pourrait, à l'échelle d'un territoire aujourd'hui, aller beaucoup plus loin. Et moi, je viens de Normandie, près de chez moi, il y a Rouen, une ville où il y a beaucoup de mutuelles. Et tout de suite, ça a fait tilt. Ce côté mutualiste et coopératif que moi, je souhaite revoir émerger dans l'agriculture, et je pense qu'il faut aussi le faire émerger dans toute la chaîne alimentaire. Et pourquoi pas, demain, aller challenger des mutuelles et leur dire, écoutez, vous avez votre part. Finalement, si les gens mangent mieux, s'ils mangent bio, si la ressource en eau est préservée, ils seront moins malades, vous aurez moins de dépenses, et c'est un système vertueux. Je pense aujourd'hui que la crise est telle, c'est-à-dire que tu disais Salomé, effectivement, il y a des initiatives géniales, il y en a plein. Moi, en 20 ans, j'en ai vu émerger, mais d'extraordinaires. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les généraliser? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'inventivité, tellement de créativité en France et ailleurs, mais particulièrement en France? Pourquoi est-ce que ça ne monte pas tout ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas généralisé? Et finalement, on a l'impression que tout le monde se débat, comme de beau diable, dans son coin, et on n'arrive pas à fédérer. Et une chose qui fédère, c'est l'alimentation et la santé. C'est parmi les deux soucis majeurs, on va dire, des Français. Et je pense que là, il faut aller fort, il faut être vraiment à contre-courant et dire demain, on voudrait demander aux mutuelles de rembourser une partie de l'alimentation, notamment pour les gens en précarité, mais pas que. Les gens en difficulté, les gens qui sont malades. Et si je devais aller plus loin encore dans mon raisonnement, moi je me dis aujourd'hui qu'une société qui ne respecte pas les gens qui la nourrissent, c'est une société qui ne va pas bien. Or, les agriculteurs ne sont pas respectés. Il y a des agriculteurs qui sont extrêmement riches et d'autres, mais je ne sais pas si vous connaissez la situation, ils ont à peine 800 € par mois pour vivre, pour faire vivre la famille. Et la plupart du temps, ils ne mangent pas que ce qu'ils produisent, puisqu'ils sont souvent monoculturaux. Donc, ils vont soit produire du lait, soit produire... alors, le blé, non, ceux-là ne sont pas pauvres, on ne va pas aller les plaindre. Tous ceux qui arrivent à exporter, ça va. Mais si on va jusqu'au bout de cette logique, pourquoi est-ce que tous ces gens qui s'escriment à faire de l'agriculture pour nourrir les territoires et qui n'ont pas trouvé la solution de facilité qui est d'exporter le blé pour aller nourrir le bétail dans d'autres pays et ce faisant en gagnant plein d'argent, pourquoi est-ce que ces gens qui tirent le diable par la queue, pourquoi est-ce que ce n'est pas l'État qui leur verse un salaire? Pourquoi est-ce que l'agriculture aujourd'hui n'est pas un service public? L'éducation est un service public,
la santé est un service public. Toutes les deux sont très 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 malmenées, on est bien d'accord là-dessus. Mais pourquoi est-ce que l'agriculture, qui est quand même la base, la production alimentaire, ne serait pas elle-même un service public? Donc je pense qu'il faut vraiment aller loin dans ces pistes d'un ordre nouveau, encore une fois complètement à contre-courant, mais il y a un moment où il faut dire, là il faut y aller. Oui, la question c'est où est-ce qu'on met l'argent? Enfin, on en revient. Où sont les priorités? Où sont les priorités? Où est-ce qu'on met l'argent? Ok. On a parlé d'égalité, on a parlé économie, c'est très intéressant. On va parler responsabilité, peut-être aussi. Responsabilité collective pour protéger la jeunesse. On parle de cette démocratie alimentaire qui est en panne. On parle d'une jeunesse qui ne mange pas sa faim, qui ne mange pas forcément ce qu'elle veut, pas forcément assez bien. Salomé, moi j'ai envie de te demander... comment est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils perçoivent cette question de l'alimentation? Et au-delà, alors je sais, il y a déjà le fait de pouvoir manger, c'est la première marche, et des fois on en est là. Mais une fois qu'ils peuvent se nourrir, comment est-ce qu'ils s'engagent au niveau de la composition de leur assiette, au niveau de leur choix, de quel système alimentaire est-ce qu'ils rêvent aussi? Je vais remettre une couche sur la précarité, mais je vois qu'il y a plein de jeunes dans cette salle et je pense qu'ils verront très bien de quoi je parle. Mais il faut rappeler qu'il y a une grande partie des gens dans ce pays, je pense, qui ne réalisent pas, encore une fois, quelle est la situation des plus jeunes. Pour donner des chiffres, peut-être que vous ne savez pas si vous êtes jeune ou pas, quelle est la tranche d'âge. Donc c'est toujours un moment un peu délicat, mais on va trancher le truc. L'INSEE dit qu'on est jeune jusqu'à 29 ans. Donc moi, il me reste quelques mois, après je bascule. C'est juste ces jeunes-là dont je parle quand même la plupart du temps. Et encore une fois, ceux qui sont parmi les plus exposés à la précarité, ce sont les étudiants. Parce que les étudiants, pour beaucoup, n'ont pas un salaire ou en tout cas un 35 heures qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Donc, quand on parle de composition de l'assiette, il y a des études qui ont été menées sur comment les étudiants mangent, par exemple, qui représentent quand même environ la moitié de ces jeunes-là. Eh bien, les étudiants, pour 37% d'entre eux, ne peuvent pas s'acheter un fruit dans la semaine. Donc, ils ne se posent même pas, ces étudiants-là, la question de comment je mange au responsable, quoi. Ils n'arrivent même pas à acheter un fruit. 23% des sondés disent ne pas non plus pouvoir acheter de légumes. Ça, c'était une étude Linky de 2024. Et ça, c'est un chiffre qui est en augmentation. En 2024, on a 23, je vais y arriver, des étudiants qui ne peuvent pas acheter de légumes. En 2022, on était à 12%. Donc, on a vraiment cette augmentation de la difficulté d'accès tout court à la nourriture. Et ensuite, quand ils ont juste de quoi manger, eh bien, ils n'arrivent pas à avoir des repas équilibrés. Donc c'est très compliqué. Leur rapport à ça, pour ceux qui sont les plus précaires, on l'a rappelé, quand même, 1 jeune sur 5 aujourd'hui qui est en dessous du seuil de précarité. Donc ça concerne une très très grande partie de la population. Pour le reste, se pose, et c'est ce que j'essaie de rappeler régulièrement, c'est qu'ils ont beaucoup d'autres problématiques auxquelles penser, qui sont... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je gère mon éco-anxiété? Comment je gère le sentiment d'insécurité que me procure la situation géopolitique? Et que penser, eh bien justement, cette sécurité alimentaire, la démocratie alimentaire, c'est pas forcément le premier truc qui leur vient. Et il y a un endroit où les jeunes sont plus engagés en tout cas que le reste de la population dans leur assiette, c'est en ce qui concerne le végétarisme, puisque je tiens à rappeler qu'il y a une étude de l'UNESCO qui est parue l'année dernière qui globalement nous dit qu'il n'y a pas de grande différence générationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on mange ce que mangent nos parents. Souvent, on va avoir des habitudes alimentaires héritées de notre famille et on va continuer à les reproduire. C'était déjà comme ça il y a 50 ans et c'est encore comme ça aujourd'hui. En fait, c'est ça qui se passe. Donc en fait, on ne se démarque pas, globalement, les nouvelles générations, si ce n'est qu'on n'arrive pas à manger à notre faim. Mais pour ceux qui... Je me mets dedans alors que pas du tout, je mange très, très bien à ma faim, mais je veux dire les plus jeunes. Et... le point sur lequel on note une différence générationnelle, c'est le végétarisme. Les plus jeunes, les 18-24 ans, sont 12% à être végétariens ou à se déclarer végétariens, contre seulement 2% pour les plus de 50 ans. Donc là, il y a vraiment une cassure qui est souvent liée à un engagement politique. Alors 12%, ça ne veut pas du tout dire que toutes les nouvelles générations seraient super écolos, super engagées, pas du tout. Mais par contre, qu'il y a une sensibilité quand même plus importante à deux choses, aux questions écologiques, puisque c'est quand même un très très gros poste d'émissions de CO2, de consommation d'eau. On le sait aujourd'hui, la consommation de viande doit être réduite à minima. Et aussi sur la question de la souffrance animale. Donc voilà, il y a vraiment une sensibilité qui se développe. Mais globalement, le message de la plupart des plus jeunes, c'est juste aidez-nous à manger et à accéder à cette nourriture-là. Et c'est pour ça, ne m'étonne pas que le projet de sécurité sociale alimentaire parle aux plus jeunes générations, puisqu'encore une fois, ce sont les plus exposés.
Merci. Laurent Cherchy, dans votre restaurant, est-ce que vous voyez, lorsque vous voyez des plus jeunes arriver, donc dans un étoilé, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui viennent, je ne sais pas. Est-ce qu'au niveau de la demande des plats, de l'assiette, vous voyez une différence par rapport aux plus âgés? Est-ce que ces personnes-là ne vont pas commander les mêmes plats, par exemple, concrètement? Ou viennent chez vous parce qu'ils savent que vous avez une cuisine qui est engagée? Je ne vois pas trop la différence. Que nous, on a vu la synthèse qu'on fait là sur les 6 dernières années, c'est qu'on a une clientèle plus jeune et qui vient et en fait qui amène une autre génération plus âgée qui ne serait pas obligatoirement venue déguster un menu végétarien. Et le retour de ces personnes qui sont plus âgées, c'est qu'à chaque fois, à la fin du repas, ils se disent « mais en fait, on n'a pas mangé de protéines animales et on a passé un aussi bon moment ». Donc il y a aussi la jeune génération qui, en tout cas, qui est plus flexible à faire découvrir d'autres choses à d'autres générations. En tout cas, ça, c'est le retour d'expérience. Après, voilà, nous, on travaille à un certain niveau, donc on n'est pas accessible à tous. En tout cas, ceux qui peuvent se le permettre, ben voilà, il y a des demandes différentes et on ne pourrait pas se revendiquer restaurant végétarien parce que économiquement, voilà, on a 13 salariés et on ne pourrait pas tenir un établissement, en tout cas à Montpellier, concentré sur le végétarisme. Parce qu'il n'y a pas assez de demandes? Il n'y a pas assez de demandes et l'objectif aussi, ce n'est pas de faire une cuisine axée aux végétariens, mais c'est aussi voilà, d'avoir un message apaisé, d'être ouvert à tous et peut-être les personnes qui sont flexitariennes ou classiquement omnivores ou qui ont plutôt une tendance à manger énormément de protéines animales, l'objectif c'est arriver à les faire venir et à leur montrer qu'on peut se faire plaisir aussi différemment. Donc nous on est plutôt sur le créneau de fête et du plaisir, mais en tout cas c'est par ce plaisir-là qu'après on peut le retranscrire à la maison et de se dire je vais manger peut-être moins de protéines parce que j'arrive autant à me faire plaisir. Donc voilà, c'est sur ce travail-là. Et est-ce que, au niveau, je suis très concrète, hein, mais puisqu'on a parlé d'argent, je vais parler d'argent, est-ce que vous parvenez à faire baisser aussi vos plats végétariens par rapport à des plats qui auraient des protéines animales? Est-ce qu'ils sont plus accessibles? Oui, c'est pas du tout sur le même tarif. Donc ça aussi, c'est sur la justesse des prix. Donc les protéines animales coûtent plus cher. Nous, il y a quand même une grosse valorisation sur le travail, en tout cas sur le végétal. Mais sur le prix d'achat, c'est pas le même. Donc les menus, en tout cas ovo-lacto-végétariens et végétaliens, sont moins chers que les menus protéinés. D'accord, donc il y a aussi un accès qui est plus facile. Exactement. Merci beaucoup. Si on continue sur cette responsabilité collective que nous avons sur la jeunesse au niveau de l'alimentation, Perrine, on va parler des agriculteurs. Il y a toute une génération qui est en train de partir à la retraite. Il y a du mal à renouveler. Est-ce que tu penses que la jeunesse est en train de voir l'agriculture lui échapper, qu'il y a une course finalement à la production ou au contraire, est-ce qu'on parlait de terre de liens tout à l'heure, de l'installation des agriculteurs via les foncières, est-ce qu'au contraire il y a vraiment une volonté chez les jeunes de se réemparer de cette production aussi agricole? Alors il y a deux questions en une. Oui. Est-ce qu'on est en train de voler l'agriculture aux jeunes? Oui. Clairement, on a 48% des agriculteurs aujourd'hui en activité qui partent à la retraite d'ici à 2030, ça ne veut pas dire en 2030, d'ici à 2030, donc l'hémorragie est en train d'arriver. Et ce qui se passe, c'est que systématiquement, quand vous avez une ferme qui se libère, eh bien, elle n'est pas reprise par un jeune. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée du coût d'une ferme, alors peut-être pas en Languedoc-Roussillon. Plus on va vers le sud de la France, plus les fermes sont petites, et on va dire plus elles sont abordables, même si le foncier est plus cher. Mais par chez nous, en Normandie, une ferme lambda de 120 hectares, puisque c'est la ferme moyenne, je ne sais pas si vous avez une idée un peu de ce qu'il faut pour acheter une ferme comme ça? Aux enchères, qui me dit quoi? 3 millions. Donc vous commencez votre carrière avec un petit chèque, là, un petit endettement à 3 millions. Ferme, bâti, équipement. On n'est pas en francs, hein. On n'est pas en francs. Comment vous faites? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'une ferme se libère, elle part à l'agrandissement. C'est très simple, on scinde le bâti, le foncier. Le foncier est racheté par les voisins qui se sont déjà mis d'accord depuis 3 ans, depuis qu'ils savaient que l'autre partait à la retraite. Ils rachètent ça. Le bâti est vendu éventuellement en résidence secondaire, en résidence principale, avec un petit hectare d'herbe autour. Voilà, caricatural, mais c'est assez vrai. Et de fait, on voit de nombreux jeunes issus du milieu agricole ne surtout pas rentrer dans le milieu agricole parce que les parents leur ont dit on en a trop bavé, surtout ne fais pas ça, va faire autre chose, fais des études et gagne de l'argent à la ville. Et puis aussi, vous avez bien compris qu'avec cet endettement au-dessus de la tête d'entrée de jeu, c'est très compliqué même pour ceux qui sont passionnés. Et par contre, on voit toute une autre
catégories de population, ce qu'on appelle dans notre jargon les NIMA, les personnes non issues du milieu agricole, des personnes qui ont fait des études, qui ont peut-être vécu en ville, qui ont eu un job comme vous, comme moi, et qui ont envie, qui sont appelés par l'agriculture, qui n'en connaissent pas tous les tenants et les aboutissants, qui n'ont peut-être pas grandi à la campagne, donc qui n'ont pas cette connaissance, j'allais dire, intuitive de la terre, mais qui ont pour autant envie d'y aller. Souvent pour des raisons idéologiques, c'est souvent assez fantasmé, mais le temps de se former, on les remet un petit peu les pieds dans la terre et on brise un peu les ailes tout en remettant les bottes au bon endroit. Mais pour autant, cette population-là, il faut la satisfaire. Et ces gens-là, ils veulent s'installer. C'est de plus en plus difficile, même pour eux, d'avoir accès au foncier. Mais c'est cette population-là qu'il va falloir aller chercher pour renouveler le cheptel agricole, on va dire. Et parmi ces gens-là, il y a beaucoup de femmes, presque la moitié. Donc pour moi, c'est un vrai vent d'espoir. Mais là où on est en souffrance, nous, en tant qu'agriculteurs, c'est plus par rapport au comportement des consommateurs qu'on ne lit plus, qu'on ne comprend plus. On a beaucoup parlé de précarité des jeunes, mais il y a d'autres catégories de population qui ont tout à fait accès au bio, à de la qualité, des aliments locaux, et pour autant, ils n'y vont pas ou ils n'y vont plus. Il y a eu un espèce de choc pendant le confinement et après le confinement Covid. Donc pendant le Covid, à la ferme, moi je voyais tout le monde arriver, des gens que j'avais jamais vus, qui étaient du village à côté et qui venaient acheter leurs produits pour se signer un peu l'attestation pour faire un tour à la ferme, parce qu'ils avaient le temps, ils pouvaient cuisiner, parce qu'ils avaient peur pour leur santé. Donc comme ils avaient peur pour leur santé, ils venaient chercher du bio. Là, le raisonnement a fait son effet. Et puis le déconfinement arrive, tout le monde est parti. Et même presque une partie de ceux qui étaient là avant sont partis aussi. Pris dans le train-train du quotidien, happés par la peur de qu'est-ce qui va nous arriver ensuite. Ouh là là, il faut qu'on parte en vacances, ce sera peut-être la dernière fois. Et les priorités se sont inversées. Et aujourd'hui, moi, je vois combien de familles qui vont plus donner la priorité à l'abonnement Netflix, au dernier iPhone, plutôt qu'à un panier de légumes bio. Et ça aussi, c'est une réalité. Et nous, producteurs, on le voit. Et moi, j'accompagne pas mal de jeunes, puisque je ne suis plus à la ferme maintenant, j'accompagne pas mal de jeunes et je vois la souffrance. Et la souffrance, elle n'est pas inhérente au métier. La souffrance, elle peut être inhérente au dérèglement climatique parce qu'il devient de plus en plus difficile à gérer, mais elle est inhérente au fait qu'économiquement, ils ne savent pas à la fin du mois s'ils vont y arriver. Ils ne savent pas s'ils vont vendre les quelques légumes qu'ils ont produits parce que la clientèle n'est plus ou moins au rendez-vous. Merci beaucoup, Perrine. Alors, on le voit, notre système alimentaire est exsangue. On a parlé des producteurs, donc des agriculteurs qui manifestent pour certains en ce moment. Il y a des décès. Il faut parler aussi de ça, des morts qui sont dues à l'usage des pesticides chez les professionnels. Il y a une ultra-dépendance à la pétrochimie et du coup, parce que souvent ce sont des grandes fermes, aux aides publiques. À côté de ça, il y a des initiatives locales, on en a parlé, qui se développent, positives, des expérimentations. On a parlé de la Caisse de la Sécurité sociale de l'alimentation, il y a le réseau VRAC aussi qui fait un travail formidable. Les politiques s'engagent, on l'a vu avec la déclaration tout à l'heure, mais pourtant ça reste un système ultra complexe, avec une alimentation qui subit l'inflation, quand même, depuis quelques temps, le pouvoir d'achat qui se casse la figure. Et finalement, je vais vous poser une question qui était peut-être la question que j'aurais dû poser dès le départ. Comment est-ce qu'on fait pour l'accélérer, cette démocratie alimentaire ? Et là, Nicolas Bricave, au niveau de vos études, quel levier est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'il y a sinon des choix de direction à prendre ? Qu'est-ce que vous avez pu trouver ? On n'a pas trouvé, On expérimente. Qu'est-ce que vous avez cherché ? Bonne soirée. C'est ça, à demain. C'est la fin de cette conférence. On expérimente quelque chose ça sera présenté mercredi. Pour ceux qui sont encore à Montpellier, mercredi, la journée sera consacrée à présenter les résultats de cette expérimentation. Et ça peut être suivi en ligne. Vous allez sur le site de Territoire à Vivre ou de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et vous pouvez trouver les liens pour venir à l'agro de Montpellier. Bon. Cette expérimentation, pour le moment, ce qu'on en voit, c'est qu'elle a des effets absolument positifs sur les citoyens, en particulier sur les gens qui sont en difficulté, qui disent tous qu'ils mangent mieux. Donc, ce qu'on propose, c'est que se multiplie ce type d'initiative à des échelles locales pour que se construise progressivement une parole citoyenne, une parole d'habitants qui définissent comment ils veulent bien manger, quel est le bien manger qu'ils veulent pour aujourd'hui et pour demain. Et que si on a des centaines de comités citoyens en France qui font remonter cette parole-là, que cette parole se fédère, ça crée un pouvoir politique
qui contre aujourd'hui les lobbies qui freinent la transition agroécologique et la transition vers une alimentation durable. Et peut-être que le résultat de ces discussions, de ces citoyens entre eux avec des experts, ça ne s'appellera pas l'agroécologie, ça s'appellera peut-être un compromis. Et ce qui me paraît important, c'est de légitimer cette parole, de l'organiser, d'organiser une parole avec des scientifiques, avec des agriculteurs, de permettre à des citadins de comprendre le monde agricole, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne se comprend plus bien. Les citadins, ils ne savent plus vraiment comment ça marche, l'agriculture et la transformation des produits. Donc déjà, en fait, de remobiliser une capacité citoyenne. Ça me paraît d'autant plus important que je dis souvent que l'alimentation, elle est à la croisée des chemins. Elle a été embarquée après la Seconde Guerre mondiale dans un modèle qu'on appelle le modèle industriel, qui est basé sur l'usage massif de ressources non renouvelables, l'usage massif de la chimie, qui a permis une augmentation extraordinaire de la production. On est en surproduction alimentaire. Un tiers de la production est gaspillée. Et on dit un tiers de la production est gaspillée. Donc c'est une industrialisation qui a rendu le service de construire un contrat social dans lequel on cherchait à ce que l'alimentation soit la moins chère possible. Aujourd'hui, on en connaît le coût sociétal, il est monstrueux, il augmente tous les ans. Il vient d'être évalué par une étude faite avec le Secours catholique, les CIVAM, la Fédération française des diabétiques et Solidarité paysanne. Bon, aujourd'hui, on voit que ce système est dans l'impasse. Il y a depuis une cinquantaine d'années une proposition qui s'appelle l'agroécologie, qui est se fonder sur les fonctionnements de la nature pour réinventer une façon de faire de l'agriculture, mais aussi avec les acquis de la recherche, entre-temps, qui commencent à comprendre comment ça marche. Depuis quand même maintenant une petite dizaine d'années, on a une nouvelle proposition qui arrive. Elle a été portée à un moment par un ministre de l'Agriculture qui a dit la troisième révolution agricole qu'il nous faut, elle s'appelle le numérique, la robotique et la génétique. C'est une proposition qui, pour certains, est extrêmement sérieuse. Ça va jusqu'à l'idée qu'il va falloir développer une production alimentaire hors sol. On fait des fermes verticales, on fait des élevages verticaux. Vous les avez vus en Chine, ça existe déjà pour le porc. Ça existe déjà quasiment sur le poulet chez nous. Mais c'est aussi l'idée qu'on va pouvoir faire de la production de légumes dans des fermes verticales. Et puis arrivent des nouvelles propositions avec d'énormes investissements des grands acteurs du numérique, qui est de la production industrielle hors sol de nutriments. On produit de la protéine à partir d'algues, à partir de bactéries, à partir de levures, à partir de cellules souches. C'est la fameuse viande in vitro. Mais c'est que le début d'un iceberg sur lequel il y a aujourd'hui des milliards qui s'investissent, avec la proposition de ces promoteurs de dire « Ah ouais, ça va être le seul moyen, en supprimant l'élevage, de réensauvager les milieux, de remettre de la forêt, et on nourrira la population avec des nutriments qui seront retexturés. » Ça peut paraître complètement délirant. C'est aujourd'hui, non pas dans les laboratoires, mais déjà dans les entreprises. La question, c'est de savoir, les citoyens, ils veulent quoi dans cette affaire? Il faut les mettre en capacité de prendre le pouvoir pour dire vers quelle alimentation ils veulent aller, et pas laisser simplement les industriels et quelques scientifiques qui les accompagnent décider pour eux de l'avenir de l'alimentation. Parce que l'alimentation, elle définit notre rapport au monde. Elle définit notre rapport à nous-mêmes, c'est notre plaisir, c'est notre santé. Elle définit notre rapport aux autres. On mange ensemble, on cuisine pour les autres, on achète à des gens qui produisent pour nous, avec qui il faut faire confiance. Et c'est un rapport à la biosphère. On se relie aux animaux, on les maltraite ou pas, on les mange ou pas, on construit les paysages. La planète a été complètement façonnée par nos systèmes alimentaires. Si l'alimentation, c'est définir notre rapport à nous-mêmes, aux autres et à la biosphère, c'est-à-dire elle définit notre rapport au monde. Et aujourd'hui, ce rapport au monde, il est interrogé. Avec cette idée, c'est que les gens aussi qui proposent cette alimentation sans agriculture, proposent aussi le transhumanisme, proposent aussi un certain nombre de ruptures civilisationnelles. On est aujourd'hui à la croisée des chemins et les citoyens, il faut organiser la capacité qu'ils disent comment ils veulent voir orienter leur alimentation pour demain, pour les générations futures. C'est ça pour moi l'enjeu aussi de la démocratie alimentaire. Merci beaucoup et merci de rappeler très sincèrement tous ces propos sur le technosolutionnisme. On en entend beaucoup parler pour le climat également, et là d'en reparler pour l'alimentation, je trouve ça extrêmement intéressant et juste. Salomé, tu voulais réagir évidemment ?
C'est le petit point politique de la soirée, parce que... Depuis le début, c'est politique. Non, non. Je te connais. Non, mais en fait, c'est pas... alors, c'est politique au sens où tout est politique, mais c'est une question de rapport de domination et de structure de notre société. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec le sujet de l'alimentation, c'est tout ce que ça soulève au niveau de l'agriculture. Là, ce soir, on a parlé des lobbies, de la précarité, des industriels, de la proximité des certains lobbies avec des politiques. Comment les choses se décident. Et en fait, là, la question, enfin, ce qu'on touche du doigt, c'est ce qu'on touche du doigt avec toutes les autres décisions qu'on a à prendre pour notre avenir, c'est comment on arrive à prendre des décisions collectives ensemble. Et pour prendre des décisions collectives qui sont éclairées et qui sont dans l'intérêt commun, il faut être informé. Et là, je prêche vraiment pour ma paroisse en tant que journaliste, mais je pense qu'une des clés, c'est aussi que les citoyens et les citoyennes soient au courant de ce qui est en train de se passer. Et effectivement, quand on décrit à quelqu'un réellement les rouages aujourd'hui de la production, la plupart des gens n'ont pas envie de manger une nourriture qui est toxique pour eux, les gens ont envie de bien se nourrir, d'être en bonne santé. Je veux dire, quand on va au bout du truc, la question c'est comment on en arrive à ça. Et c'est là que la politique est importante, c'est de comprendre à échelle aussi nationale, à échelle européenne. Vous avez évoqué la PAC tout à l'heure, par exemple, le fait que des citoyens qui vont bénéficier de la sécurité sociale alimentaire vont s'intéresser in fine aux chaînes de production et donc à la PAC, à la politique agricole commune, parce que ce sont des sujets communs. Et moi, c'est ma bataille, c'est que pendant très longtemps, on nous a fait croire que c'était des sujets d'experts, des sujets que personne, que vous et moi, voilà, pouvions pas vraiment comprendre, parce que seules les personnes qui avaient des diplômes universitaires ou qui étaient au Parlement européen pouvaient vraiment saisir les enjeux. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que chacun et chacune, à la sortie de cette soirée, vous alliez parler peut-être aux personnes de vos entourages et de vous dire, ok, qui vote quoi en fait concrètement, comment ça fonctionne notre système de production alimentaire, de vraiment faire l'effort de s'informer. Il y a des contenus, il y a des médias qui produisent des contenus sur le modèle agricole, sur quels sont véritablement les enjeux, parce qu'à la fin, une des manières de faire démocratie, c'est pas la seule manière, mais c'est une des manières, c'est quand même la démocratie représentative, c'est quand même de voter. Et quand on vote pour des partis qui ont une proximité documentée, établie, avec des lobbies industriels qui ne défendent pas l'intérêt commun, qui ne défendent pas la santé publique, on peut y changer quelque chose. On peut répandre cette information. On peut en parler avec les personnes autour de nous. Et à la fin également, l'une des grandes questions collectives qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre économie. Je l'ai dit au début, on est la 7e puissance économique mondiale. On a beaucoup de chance de vivre en France. On fait partie des pays qui ont des leviers. On a des leviers économiques, on a des leviers politiques, on vit encore en démocratie. On a vraiment la possibilité de changer tout ça. Et on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a une utilisation qui continue à exister de pesticides. On a des problématiques majeures avec les agriculteurs qui, en dépit de la crise de l'année dernière et des promesses qui ont été faites, en fait, elles n'ont pas été tenues et on n'a pas transformé le système. Et on est face à ce mur qui est ce mur de l'écologie. Les rapports du GIEC, il est écrit noir sur blanc dans le 3e volet du 6e rapport du GIEC qu'il faut transformer les modèles agricoles. Donc en fait, emparons-nous de ça. Mais aujourd'hui, moi, quand j'allume la télévision, c'est pas de ça dont j'entends parler. C'est pas de la sécurité sociale alimentaire, c'est pas de la manière dont on va pouvoir répartir l'alimentation. Donc on peut aussi changer ça en tant que citoyen et en tant que citoyenne en votant, en soutenant les médias qui essaie de produire ce type d'information, en partageant l'information autour de nous, en prenant le temps au dîner de famille de se dire venez, on va parler de ce qu'on a dans notre... Oui, Noël arrive, ça va être une belle période pour tout le monde. L'occasion de discuter en fait de ce que vous avez acheté à Noël, de ce que vous êtes en train de manger, mais on peut pas juste continuer à subir, parce que là on essaie d'être un peu optimiste ce soir, mais la France n'est pas du tout à l'image de cette salle. Je veux dire, on n'est pas du tout en train d'aller vers une transition juste et solidaire. Donc on peut encore changer ça, mais il faut qu'il y ait quand même une impulsion aussi des citoyens. Et la politique, c'est pas un gros mot. Ça peut passer par un changement politique. Merci. On parle de beaucoup de choses ce soir, c'est chouette. Perrine, les propos sur la viande, les protéines, voilà, la viande de synthèse, sur l'irrigation vue par l'IA, tout ça. J'imagine que tu adores, ça te fait rêver. Ah oui, j'adore. Le fantasme du tout technologique, c'est quand même assez génial. Il est très entretenu en haut lieu. Moi, un futur ministrable m'a dit il n'y a pas longtemps, mais vous vous rendez compte, Perrine, les gens ne vont pas tous aller regratter la terre. Il appelle l'agriculture gratter la terre. J'étais atterrée, il n'y a plus grand-chose à dire.
rire quand on entend ça. Et pourtant, il y a déjà eu un échec cinglant dont personne ne parle trop. Vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, il y a énormément de startups qui se sont mis à investir, notamment dans Paris, parce que Paris n'a pas d'espace agricole en son sein, vous le savez bien, qui ont investi des millions d'euros dans des fermes sur les toits, des fermes technologiques, etc. Tous ces projets-là se sont cassés la figure. Et pour autant, on a une nouvelle génération d'investisseurs qui reviennent en essayant de nous fourguer du tout technologique. Alors ils vous disent, ah, mais non, on ne va plus le faire sur les toits, on va le faire vraiment dans les champs. Oui, mais rendez-vous compte, depuis le Covid maintenant, la plupart des agriculteurs, y compris en bio, y compris ceux qui marchaient bien, ont des fonds de roulement qui ont été divisés par 2 parce que la facture d'énergie a doublé. Donc la donnée énergétique, qu'est-ce qu'on en fait quand on fait faire la photosynthèse aux plantes avec des lumières? L'eau, qu'est-ce qu'on fait de la ressource en eau? On sait que c'est un défi majeur. Aujourd'hui, on parle de démocratie alimentaire, mais demain, on pourrait être exactement à la même place en parlant de démocratie et d'accès à l'eau. C'est l'un des enjeux majeurs des années à venir. Donc tout ça ne tient pas la route et va nous emmener droit dans le mur. Pour autant, il y a des solutions. On a parlé beaucoup des problématiques ce soir, mais moi, ma vision de l'agriculture de demain, elle est assez simple. Enfin, en tout cas, dans ma tête. Après, pour la mise en place, c'est plus compliqué. Mais c'est simple. C'est des fermes coopératives et mutualistes au sein des territoires qui sont là pour nourrir les citoyens et pas pour aller faire de l'export et faire de l'agriculture de rente, comme on dit. Dans ces fermes coopératives et mutualistes, pourquoi pas imaginer que les citoyens soient eux-mêmes actionnaires? Plutôt que d'aller leur demander leur avis, mettons-les acteurs tout de suite. Les citoyens sont actionnaires de cette ferme. Et ils décident de ce qui est produit parce qu'ils décident de ce qu'ils veulent manger. Et l'agriculteur, bien sûr, travaille en concertation avec eux. Et pour couronner le tout, on a une prise en charge d'une partie de cette alimentation par une sécurité sociale de l'alimentation, par des mutuelles, et pourquoi pas aussi garantir un salaire minimum à ces fameux agriculteurs. Tout ça, alors bien sûr, c'est du fantasme, c'est une vision, mais c'est tout à fait réalisable demain. Et moi, je suis désolée, mais si on attend de nos politiques ou de nos élus d'écouter et de respecter la démocratie, quand on sait que quand on met un bulletin de vote dans une urne, on se retrouve avec un choix complètement différent derrière, il ne faut pas attendre, il faut se mettre en chemin. Moi, je suis ravie que les collectivités s'emparent de la thématique agricole. Moi, je vous dis, ça fait 20 ans que j'y suis. On ne voyait pas les collectivités réagir, elles disaient non, ce n'est pas de ma compétence, sauf éventuellement la région. Mais aujourd'hui, elles y vont. Mais allez-y encore plus fort, parce qu'il faut que collectivement, on s'empare de ces thématiques. Et il faut que l'agriculture devienne un sujet à part entière, y compris pour les citoyens. Et les citoyens ont le droit de s'emparer de ces thématiques. Imaginons, on parlait des mines tout à l'heure, des marchés d'intérêt nationaux. Pour moi, chaque ville devrait avoir à nouveau un hub logistique. Les mines ont été un petit peu déviées de leur vocation initiale. Un hub logistique dans chaque ville. Tous les producteurs locaux amènent leurs aliments là et c'est redispatché. Et pour ceux qui ne sont pas capables de faire le pas vers une alimentation saine et de qualité, parce que vous savez que l'ubérisation de la consommation, notamment en ville, a fait beaucoup de mal, hein, et nous a privés, nous, producteurs, de beaucoup de clients, notamment après le Covid, et bien pourquoi pas imaginer ces systèmes de box, j'en sais rien, moi je suis prête à tout envisager, et on livre chez les citoyens, le soir où ils ont envie de faire lasagne, et bien ils ont tous les produits frais issus des producteurs locaux, le lendemain c'est tagine, c'est pareil, c'est du tagine montpelliérain, et voilà, et on peut réimaginer ces systèmes-là, et les collectivités ont la capacité de s'emparer de ces thématiques, et petite tâche après petite tâche, et bien on créera un vrai écosystème, parce que vous savez, les écosystèmes, ils sont composés eux-mêmes de plein de petits écosystèmes qui interagissent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Laurent Cherchy, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. En fait, on parle beaucoup de citoyenneté, on s'adresse beaucoup aux adultes. Et en fait, en tout cas, moi, pour le monde professionnel, je m'aperçois qu'il y a aussi un gros besoin sur la formation. On a énormément dévalorisé tous les métiers via l'obtention d'un CAP. Et en fait, la tech, voilà, ça nous amène, comme monsieur nous expliquait, à des choses qui pourraient être horribles dans les 30 prochaines années. Et je pense que le biais de la transmission va par la valorisation en fait, de diplômes aussi simples que CAP. Et en même temps, ces jeunes-là, on peut leur expliquer que c'est un ascenseur social. C'est-à-dire qu'en fait,
dans cette valorisation de l'apprentissage, ils peuvent aussi s'élever professionnellement et humainement dans une société qui n'est pas si facile que ça. Donc, dans tous ces quartiers défavorisés où en fait on leur dit on leur propose des voies de garage, mais en fait ces voies de garage, ça peut être des ascenseurs sociaux énormes, quoi. Donc voilà, moi c'est la formation qui m'anime, mais il ne faut pas oublier de former les jeunes qui feront les futurs professionnels de demain, parce que c'est eux qui porteront les futures générations aussi. Donc il y a les deux leviers. Il y a, comme Madame expliquait, il y a les adultes actuels qui doivent prendre aussi conscience, mais il y a aussi tous les jeunes derrière qu'il faut former maintenant dès le plus jeune âge. Et pas qu'en SAP, je pense que c'est aussi dans les collèges où moi j'ai eu des jeunes qui sont venus en stage. En fait, il y avait un jeune qui mangeait McDo tous les jours, il avait 18 ans, il était en BTS, et en fait, il n'y avait personne à l'école hôtelière, et même dans sa famille, qui lui avait dit que les fast-foods, en fait, c'était pas bon. Donc, en fait, on a en face de nous des jeunes qui sont complètement désinformés de la physiologie humaine et de comment s'alimenter normalement, quoi. Voilà, ça paraît fou, mais moi, c'est le retour d'expérience que j'ai. Et déjà d'expliquer aux jeunes qu'on est des omnivores, on doit manger un peu de viande, un peu de céréales et beaucoup de légumes. Mais il y a, je pense, 99% de la jeune génération, en fait, ils sont juste pas au courant, quoi. Donc c'est important d'en parler. Bon, merci beaucoup. Et merci vraiment de donner aussi votre point de vue, parce que voilà, dans la salle, je ne veux pas donner de généralité, mais je pense qu'on est dans une certaine reproduction sociale, dans un certain milieu, toujours, on se retrouve toujours un petit peu entre nous. Et c'est vrai que des jeunes de 18 ans qui mangent McDo tous les jours, ben voilà, mes enfants ne font pas ça. Et je ne sais pas si les vôtres font ça non plus. Mais je trouve ça extrêmement important de le rappeler, que c'est aussi une réalité qui touche certains de nos concitoyens. Salomé, tu voulais dire quelque chose juste sur la jeunesse, parce que c'est quand même le domaine dont j'ai envie le plus de parler aujourd'hui. Vous avez touché du doigt un point très très important, c'est qu'il y a une aspiration en fait chez les plus jeunes à exercer des professions qui ont du sens et à participer à construire ce monde qui serait plus désirable et cette société dans laquelle ils vont vivre plus longtemps que vous, hein, pour les plus âgés. Donc c'est aussi ça. Non, mais c'est aussi ça qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'il y a, désolé, je voulais pas créer un débat, mais c'est une réalité scientifique matérielle a priori. Il n'y a pas forcément tous les jeunes qui sont engagés de manière uniforme, je le disais, sur les questions écologiques, mais en revanche, il y a une très grande éco-anxiété du côté des plus jeunes, parce que la plupart d'entre eux ont quand même un jeune sur deux, hein, selon les chiffres de The Lancet. La plupart d'entre eux ont compris que ça sentait vraiment pas bon pour eux. Donc en fait, toutes les initiatives dont on parle, il y a une forte volonté chez les plus jeunes générations de pouvoir y participer sous couvert qu'ils puissent se nourrir, qu'ils puissent accéder à un logement, qu'ils puissent eux-mêmes mener une vie désirable. Et je sais qu'on parle beaucoup de ces jeunes qui rêvent d'être influenceurs, qui rêvent... Donc il y a effectivement une jeunesse qui est comme ça, mais en fait, 68% des jeunes disent avoir envie et le prendre en compte dans leur choix d'emploi, de s'engager dans un emploi qui a du sens et qui serait un métier qui prendrait en compte la crise écologique. Autant il n'y a pas de fracture générationnelle majeure sur la manière de consommer de la nourriture. En fait, si vous consommez du McDo, c'est parce que vos parents consomment du McDo la plupart du temps. Par contre, il y en a une sur la manière d'aborder l'emploi et d'avoir toute une partie de cette jeune génération qui est aussi motivée et qui en réalité n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui propose des formations, qu'on lui propose des emplois qui ont du sens, qu'on lui propose de mener une vie qui soit désirable. On peut exploiter ce désir-là et vraiment je suis convaincue que voilà, c'est possible. Et je sais qu'on fait beaucoup de blagues sur les jeunes qui... Je ne sais pas si les 99% qui ne savent pas ce qu'on mange, c'est réel, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont informés, mais en tout cas, voilà, je suis convaincue que si on arrive à bien à leur donner de l'espoir, parce que c'est ce qui leur manque en fait dans le contexte dans lequel on est, on peut tout à fait compter sur les jeunes pour construire ce monde de demain. Merci beaucoup. Nicolas Bricard, vous vouliez réagir aussi sur l'importance de la formation ? Oui, en fait, je trouve que c'est important ce que dit Laurent. Après la Seconde Guerre mondiale, quand la politique a été la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture, on n'a pas juste dit aux agriculteurs, allez-y. On a laissé se créer des industries qui fournissent des semences, des engrais, des produits phyto, de l'emballage plastique pour transformer, conditionner les produits.
on a mis en place du crédit agricole, on a mis en place de l'assurance, on a mis en place du conseil, on a mis en place de la formation, les écoles agronomiques, on a mis en place de l'information, les journaux. On a tout un écosystème qui s'est créé pour accompagner la transformation du modèle agricole et l'industrialiser, et comme on l'a dit à l'époque, le moderniser. Si aujourd'hui on veut faire advenir un autre modèle, soit il faut infiltrer toutes ces institutions qui accompagnent les agriculteurs, les industries de l'agroalimentaire, la distribution. Et ça veut dire qu'il faut réformer, pas seulement, c'est pas... Je trouve ça très très dur d'entendre aujourd'hui qu'on accuse les agriculteurs d'empoisonner les gens. Mais ce n'est pas les agriculteurs qui empoisonnent les gens, c'est le système qui leur a demandé de faire ça pour produire la nourriture la moins chère possible. Donc ça veut dire... Oui, mais ça veut dire qu'il faut agir aussi sur tout ce qui environne tous ces acteurs économiques. Et il faut infiltrer la formation, c'est ce qu'on essaie de faire à Montpellier et ailleurs. Mais il faut infiltrer la finance, il faut infiltrer et faire changer et faire advenir d'autres fournisseurs d'intrants quand il y a besoin d'intrants, d'autres machines agricoles, d'autres formes d'emballage, d'autres formes de fertilisants, d'autres formes de protection des plantes. Il faut d'autres conseils, il faut d'autres recherches. Et c'est pour ça aussi que c'est long, que c'est compliqué. Mais l'accélération, elle se traduira, elle pourra se faire si on arrive à mettre en place toutes ces institutions. Donc c'est pour ça qu'il faut former des gens, mais ce n'est pas simplement former les agriculteurs, c'est former des gens qui vont aller travailler dans l'ensemble de ces institutions qui accompagnent un nouveau modèle. Mais ce modèle, il faut qu'on le définisse collectivement ensemble. Merci beaucoup. Donc tout le système de l'alimentation, de l'agroalimentation, qui est à revoir aujourd'hui, pour plus de démocratie alimentaire. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir, je vous en prie. Alors, nous allons pouvoir passer au temps des questions. Si vous permettez, voilà, on va rallumer un petit peu la salle, comme ça on a le plaisir de vous voir, c'est super. Voilà, alors je vois quelques personnes qui se lèvent. Si vous souhaitez partir, allez-y, on peut prendre 2 minutes, autant que l'hémorragie se fasse tout de suite. Et voilà, et après je vais demander aux autres de rester jusqu'à la fin, du coup. Et puis pour les questions, j'ai l'habitude, bon c'est mon petit combat à moi, d'essayer d'alterner les genres. Voilà, donc on va essayer de jouer à ça si vous voulez bien ce soir. Du coup, je vais vous demander de lever la main si vous avez des questions et puis on va vous apporter un micro. Comme vous êtes Comme vous êtes très nombreux, je vais vous demander de faire assez succinctement. Alors il y a monsieur au milieu là, je ne sais pas si où sont les hôtesses. Là, monsieur qui est au milieu, s'il vous plaît. Mademoiselle, là, juste là au milieu. Voilà, super. Merci. Oui. On vous écoute. C'est pour moi? D'accord, merci. Merci déjà pour cette soirée. J'ai une question principalement pour Salomé Saké, mais pas que, je prends toutes les réponses. Sans pression, c'est par rapport aux jeunes que je travaille dans le cadre de mon master avec mes collègues ici, personnellement sur la précarité étudiante, donc un thème que vous connaissez bien. Et je me pose des questions sur l'information des jeunes, comment les informer dans les questions que j'aborde avec des jeunes étudiants et étudiantes en entretien. C'est souvent relever la non-connaissance qu'ils ont ou des aides alimentaires ou de la situation dans laquelle ils sont. C'est à la fois pour une question et pour un avis que je parle. À la fois comment les informer, parce que quand je leur parle, c'est devenu une norme un petit peu. Je ne vais pas dire que c'est un peu moins une honte, mais ça arrive un peu plus rapidement de dire je bénéficie d'une aide alimentaire, je vais à une distribution, je fais ça. Mais souvent, c'est qu'une seule chose, c'est dire je vais à telle distribution alimentaire. Et quand je dis, mais tu sais qu'il y en a 5-6 parfois par semaine sur Montpellier, rien que pour les étudiants, les gens sont étonnés, choqués et se disent je vais aller voir ça. Il y a une habitude qui se fait d'y aller à un. Et j'ai peur aussi, c'est ça l'autre question qui me vient, c'est par rapport à la norme qu'il y a actuellement et qui pourrait arriver et qui m'inquiète un petit peu, pour caricaturer, au lieu de dire tiens, est-ce que tu vas au restaurant universitaire, de dire tiens, est-ce que tu vas à une distribution alimentaire, que ça devienne vraiment plus qu'une norme, une habitude prise par la majorité des étudiants et étudiantes. Merci beaucoup pour votre question. Ouais, donc Salomé, voilà, la question c'est vraiment ça, c'est est-ce que la précarité étudiante, à force
est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir une norme, ce qui serait juste un constat d'échec, mais terrible? Complètement. Malheureusement, encore une fois, c'est une norme. Enfin, un jeune sur 5 qui n'arrive pas à se nourrir, c'est déjà une norme. Ça l'est particulièrement, encore une fois, chez les étudiants. Et merci beaucoup de poser cette question parce que ça me permet de parler des solidarités qui existent et qui sont beaucoup mises en place par les jeunes eux-mêmes. Encore une fois, qu'on a beaucoup tendance à critiquer. Quand il y a la crise du Covid qui a éclaté, c'est le moment où vous avez probablement vu passer des images de files d'attente interminables de jeunes. On a commencé enfin à voir ça à la télévision. En réalité, ça existait déjà. Ça a explosé à ce moment-là. Et depuis, ça se perpétue, ça continue. Donc cette précarité-là. Et il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Il y a vraiment 3 grands types de distribution alimentaire. Il y a les épiceries solidaires, c'est-à-dire que ce sont des épiceries où les plus jeunes vont payer, mais ils vont payer des prix très très bas en fonction de leurs revenus, en fonction de leur statut. Il y a évidemment la distribution de colis alimentaires, de sacs de courses tout simplement, et il y a la distribution traditionnelle, comme ça peut être le cas dans beaucoup d'associations, de repas chauds, où on va pouvoir manger un repas à ce moment-là. Et effectivement, il y a un tissu associatif qui est assez dense en réalité, et on a des problèmes pour que tous les jeunes et même toute la population en fait soit au courant de où ça se tient et comment. C'est particulièrement efficace chez les étudiants en réalité parce qu'il y a tout simplement le point névralgique qui est l'université, qui est l'endroit où on va pouvoir poser des affiches, où on va pouvoir avoir des groupes sur les réseaux sociaux où l'information va être diffusée, mais en fait on oublie encore une fois qu'il y a un jeune sur 2 qui n'est pas du tout étudiant et qui pourtant est quand même confronté à ce type de précarité et pour qui il est plus difficile d'accéder à ce type d'information à 2 choses. De faire baisser la honte aussi tout simplement d'avoir besoin de cette aide alimentaire et 2, de trouver l'endroit où ça se passe, comment. Et pour ça, je pense que les réseaux sociaux restent quand même un vecteur d'information très important puisque de manière générale, les plus jeunes, c'est pas un cliché, passent quand même un temps très important de leur quotidien et surtout de leur quotidien informatif sur les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi être, là encore, le rôle des médias. En fait, tout simplement, de parler d'initiatives de la FAGE, par exemple, qui est le syndicat étudiant, de parler de ces associations qui existent, d'en parler autour de vous. Mais c'est un gros sujet. Et toute la difficulté, je crois, c'est de rappeler que c'est pas normal, mais de rappeler que c'est quand même massif. Et il y a quand même une tendance de l'État aussi et ça marche pour tous les domaines, à se reposer en fait sur tout le tissu associatif qui vient pallier ces insuffisances-là. Après là, en l'État, moi les jeunes que j'ai rencontrés dans mon enquête, ça leur sauve la vie. Donc heureusement qu'il y a ce tissu associatif, mais effectivement, nous ne normalisons pas ça et je reviens à l'idée de redistribution des richesses et de ne pas trouver qu'il est normal que les jeunes soient à ce point lésés. Je rappelle juste un petit chiffre que je ne vous ai pas donné parce que j'aime bien les chiffres, qui est qu'au fur et à mesure des années, je dis ça pour les générations précédentes qui vont se dire que pour eux aussi c'était dur. Au fur et à mesure des années en France, le patrimoine se concentre. Donc plus on avance, plus on dépend de ce dont on a hérité et plus la mobilité sociale est rendue difficile. Et c'est pour ça que les jeunes sont de plus en plus nombreux à être exposés à cette précarité. Le Conseil d'analyse économique, qui est donc une institution, parle de société d'héritiers. On est en train de revenir à une société d'héritiers. Dans les années 70, peut-être qu'il y en a qui ont vécu dans les années 70, il y avait environ 30% de ce qu'on possédait qu'on avait hérité. Donc le reste, les 70%, c'était le fruit un peu de notre travail, entre guillemets. Et aujourd'hui, on est à 65%. Donc en fait, tous les jeunes dont on parle, là, c'est pas une question de travail, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de motivation. Ils sont exposés à cette précarité et il est urgent de trouver des solutions collectives face à ça. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît? Les garçons, c'est pas la peine. Une fille, désolée. Devant. Une fille. Non. Allez, je vous en prie. C'est mon petit pouvoir. J'en ai un. Merci beaucoup déjà pour toute cette discussion. Moi, je me demandais, dans la discussion de la démocratie alimentaire et de la souveraineté alimentaire, je pense que la question des filières, elle est aussi importante. Parce qu'on parle beaucoup, du coup, notamment avec le projet de sécurité sociale alimentaire, de la demande et des besoins et d'avoir des assiettes variées. Mais au final, la majorité des agriculteurs sont dans ce système qui les astreint à une production souvent monofilière ou très restreinte autour de filières majoritaires. Et quand on parle de développer des filières alternatives, souvent on se pose la question de qui les valorise, qui transforme, qui stocke, qui vend cette production. Et ça se voit dans des projets, notamment autour, par exemple, des légumineuses dans des métropoles,
où on voit toute la difficulté de structurer des réseaux d'agriculteurs, mais aussi de citoyens, et donc relier finalement les consommateurs et les agriculteurs autour de ce thème-là, parce qu'au final, il y a un vide un petit peu entre la fourchette et la fourche, parfois, pour amener le changement. Donc je voulais savoir un peu quel était votre avis là-dessus, et je pense que ça amène aussi la question du portage politique, justement, soit au niveau territorial, mais aussi national, parce que souvent, ça ne s'aligne pas vraiment très bien. Merci beaucoup. Mais Perrine, là, je pense que c'est pour toi, voilà, sur la filière de nouvelles productions aussi émergentes, et on parlait notamment des protéines végétales. Alors la protéine végétale, c'est encore un petit peu tôt. Comme vous savez, en France, quand on a une idée, elle éclot, on va dire, 5 à 10 ans après, parce que c'est porté par des hommes, tout ça. Excusez-moi, c'était mon petit moment aussi. La réalité, c'est que quand il y a un intérêt économique fort, on y arrive. Nous, en Normandie, la filière du lin-chanvre matériaux, ça a mis 10 ans. Parce qu'il fallait structurer, parce que c'était très novateur, parce qu'on ne parlait pas encore d'isolants différents. Mais on a réussi, et c'est une belle réussite. Pour ce qui est des autres, des filières un peu plus novatrices, il va falloir le faire en parallèle, comme on a toujours fait, en fait, un peu en sous-marin. C'est une économie parallèle, hein, la plupart du temps. Parce que tant qu'on dépendra de l'agroalimentaire telle qu'elle est structurée aujourd'hui et de l'agro-industrie, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais des initiatives portées par les collectivités notamment, mais pas que, hein, tout le poids ne doit pas résider sur leurs épaules, mais d'initiatives qui sont emmenées aussi par les citoyens. Moi, il y a 20 ans, les AMAP++, les AMAP dans lesquels les citoyens auraient pris des parts, j'y croyais pas trop. Je voyais déjà le mal qu'avaient mes AMAPiens, comme moi je les livrais à la ferme, à s'engager sur 6 mois et sur 1 an. C'était compliqué en fait. Même dans une posture de consommateur, les gens n'arrivaient pas à aller plus loin. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est mûr, justement parce que la crise est là, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. C'est mûr pour que les citoyens s'emparent de ces logiques-là. Et de fait, pour répondre à votre question des filières, je pense qu'on peut réinventer la façon dont elles sont structurées, à la fois en s'appuyant vers les gens de l'agroalimentaire, parce qu'il y en a dans l'agroalimentaire qui ont envie de changer, et à la fois sur les citoyens, en chantant les filières existantes et en réinventant de nouvelles. Et à un moment donné, de toute façon, le système va devoir changer, parce que pour tout le monde, il est branlant. Et pour tout le monde, il est économiquement très délicat. Puis on arrive aux limites, enfin on le voit de toute façon. Oh, ça peut encore durer un petit peu, hein. Ils savent faire durer, mais on va être limité. On va arriver aux limites. Allez, une autre question, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence. Moi, je vais mettre un petit peu le pied dans le plat, sans jeu de mots, par rapport à l'ensemble de ce débat, de cette conférence. Et je mettrai l'accent surtout sur le pouvoir médiatique, financier et surtout au niveau de la publicité. Parce qu'en définitive, on fait tout et son contraire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et je vais donner un exemple très simple, 2 exemples très simples, très rapides. Le premier, au niveau des Jeux Olympiques. Quand vous voyez qu'effectivement, un des principaux sponsors des Jeux Olympiques en France vient d'une boisson américaine, moi, ça m'a absolument écœuré. À titre personnel, l'autre point, c'est au niveau tout simplement de notre génération. Moi, je suis un jeune retraité, et je dirais qu'il est plus de 60 ans. Une petite anecdote comme ça, quand on va au restaurant, moi, je demande systématiquement l'origine de la viande. Et j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à avoir effectivement le résultat de certains restaurateurs. Et les gens de ma génération, à la limite, je suis moqué par cette question. Donc effectivement, défendre l'agriculture au niveau national, régional et local, moi j'y suis tout à fait pour, étant bourguignon d'origine, mais je constate qu'en définitive, il y a une hypocrisie énorme et le pouvoir de la publicité fait énormément, à mon avis, de mal en France sur le domaine de l'agriculture générale et d'ailleurs sur beaucoup d'autres domaines. Voilà, merci bien. Merci, monsieur. Laurent Cherchy, peut-être vous pourriez répondre sur les consommateurs qui posent des questions sur la provenance de la viande. C'est quelque chose, c'est sur des questions que vous avez régulièrement ou pas du tout? Il y a un désintérêt absolu là-dessus? Nous, à notre niveau, ils posent pas de questions parce qu'en fait, nous, le sourcing, en fait, il est très précis. Donc, il est affiché clairement. Il est directement sur le menu, mais nous, limite, on n'a pas besoin de l'afficher parce qu'en fait, c'est juste une lisibilité. Et en fait, voilà, nous, on est un peu électron libre dans le monde de la gastronomie. Donc, nous, on a à cœur le sourcing. En fait, c'est les clients qui viennent chercher ce sourcing très précis. Mais après, sur d'autres restaurations,
le monde de la restauration, c'est quand même une grosse industrie, donc voilà, je ne veux pas trop prendre position parce que je connais les difficultés du métier et des coûts et des aléas, mais voilà, je préfère pas trop prendre position. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que le sourcing, le fait d'avoir une provenance locale, ça peut aussi être un argument marketing. Et moi, là, c'est ce que j'ai envie de retenir. Ça peut être un argument marketing, mais l'autre point aussi en argument marketing, comme vous dites, c'est que il y a le local, mais il y a aussi la sainteté des produits. Parce qu'on peut avoir du local fait de différentes façons. Il y a aussi le local avec des animaux qui sont nourris avec de l'agriculture biologique, des éleveurs qui sont respectueux, un élevage en plein air. Voilà, il y a ça aussi. C'est pour ça que nous, au restaurant, on ne se revendique pas le locavore, parce qu'en fait, on s'autorise à aller plus loin dans d'autres régions, mais parce qu'il y a des agriculteurs dans d'autres régions qui travaillent encore mieux que d'autres qui travaillent moins bien dans notre région. Donc le locavorisme, c'est pas en tout cas notre point d'honneur. Et voilà, la qualité des produits, enfin, le local ne fait pas la qualité des produits. Merci beaucoup. Puis là, je pense que vous allez faire plaisir à Salomé, parce qu'il y a comme un courant politique qui a tendance à s'emparer aussi de ce locavorisme. Moi, je voulais plutôt rebondir sur la question, la question médiatique, en fait, parce qu'elle est très importante. Je ne vais pas disserter dessus pendant 2 heures, mais il faut vraiment comprendre qu'il y a un problème, en fait, dans le système médiatique avec la place qu'on donne aux lobbies. Vraiment, j'en sais quelque chose pour quand même y être et voir de très près la manière dont ça s'effectue, la manière dont on façonne les imaginaires, la manière dont on sélectionne les informations. Je ne peux pas tout expliquer comme ça ce soir, mais je vous conseille vivement le visionnage d'un film qui est un thriller et qui est très informatif, qui s'appelle Goliath. C'est avec Pierre Ninet, c'est un blockbuster, et c'est très bien expliqué en fait les rouages de ce qui se passe, de comment on a certains experts qui viennent dans les médias, mais qui en fait sont clairement en train de défendre des lobbies, mais qui sont pas présents. C'est sur les pesticides, non ? C'est sur les pesticides. Mais en fait, les rouages sont très expliqués. On pense qu'on veut du film, mais les rouages sont très très clairs en fait, permettent de comprendre à des personnes qui connaissent pas forcément le monde médiatique, de comprendre pourquoi aussi on a certains éléments de langage que nous-mêmes on a assimilés. Voilà, j'arrête là sur la question médiatique. Merci beaucoup. Allez, une autre question, je vous en prie. Allez, en haut, on change, on monte un peu. C'est vrai que ce duo, on les oublie tout le temps. Voilà, je vous en prie. Oui, bonsoir. Alors j'avais d'abord 3 remarques et une proposition, plus qu'une question, mais c'est à l'adresse de Perrine. Oui, ça va être très court. Merci. Oui. Juste une première chose, déjà on a entendu plusieurs fois parler de sécurité sociale alimentaire, c'est bien de sécurité sociale de l'alimentation, parce que ce n'est pas une question alimentaire, mais une question de l'alimentation. Désolée, c'est moi. Oui, mais c'est super important de replacer ça. À chaque fois qu'on parle de sécurité sociale, on se dit toujours que c'est la patientèle qu'on a solvabilisée, et on oublie en fait que c'est la mise en sécurité sociale de la production des soins. Et la question de la démocratie alimentaire, c'est bien de sortir et de nous émanciper en fait de la représentativité, parce que le paternalisme qu'il y a derrière, sous-jacent, eh c'est une forme d'infantilisation du reste de la population. La démocratie alimentaire, c'est bien d'avoir un pouvoir politique populaire, et donc avoir une authentique puissance politique qui soit démocratique, donc à partir du démos, c'est-à-dire le peuple. Et si on comprend bien les bouleversements climatiques, la résilience alimentaire, c'est peut-être la possibilité de traverser ce qui advient de façon solidaire, conviviale et peut-être même gourmande. Et donc la question que moi je souhaitais poser à Perrine, c'était de bien comprendre que la paysannerie, oui, elle va répondre à la question de l'alimentation, mais en vérité, si on prend en compte la nécessité de la sobriété énergétique, ça sera aussi le bâti, l'énergie, toutes les filières des vêtements, etc. Et donc, moi, je voulais savoir comment est-ce que vous positionnez sur cette question. Merci beaucoup. Donc, Perrine Bulgheroni, par rapport à la paysannerie, ton idée de faire des petites fermes. Oui, mais j'ai compris qu'il fallait que je te résume ça. En gros, si j'ai bien compris, c'est que madame se posait dans une vision plus systémique que la simple production agricole pour l'alimentation, puisque la production agricole peut aussi mener au bâti, voilà, aux vêtements, on parlait du lin, du chanvre et autres. Donc en gros, est-ce que les fermes que tu proposes, ces petites fermes en perma ou alors en agriculture, pourrait permettre de répondre à l'ensemble de ces filières-là?
et pas uniquement l'alimentation. Bah oui, c'est la logique même de la permaculture. En fait, la permaculture, c'est l'application de la pensée écosystémique à tout ce qui va être culture permanente. Donc là-dedans, on englobe aussi bien l'agriculture que la culture, mais c'est vraiment cette vision de comment je m'inspire des règles et des principes de fonctionnement de la nature et je les importe dans un système de production quel qu'il soit, au sein duquel évolue l'être humain. Et je n'ai pas dit l'être humain est en hiérarchie par rapport à ce système, mais c'est exactement ça. Et pour moi, la pensée écosystémique a fait gravement défaut, en France notamment, en termes de politique d'aménagement du territoire, et on n'aurait pas ces écueils-là si on avait pensé de façon un peu plus écosystémique le développement des villes, où est-ce qu'on mettait les ressources alimentaires par rapport à la ville, où est-ce qu'on mettait les transports en commun, etc., etc. Et je l'ai cité tout à l'heure, la thématique de l'eau, pour moi, c'est le pilier de la résilience qu'il va falloir qu'on développe demain, l'eau et l'énergie. Moi, quand j'accompagne des jeunes porteurs de projets et qui me demandent des conseils quand ils vont visiter une ferme à vendre ou à reprendre, je leur dis c'est simple, vous faites attention à 5 points. 1, l'eau. 2, l'eau. 3, l'eau. Vous m'aurez vu venir. 4, l'eau. 5, l'énergie. Je ne leur parle même pas de sol, je ne leur parle même pas de clientèle, de commercialisation. C'est sur ces écueils-là qu'on peut complètement achoper demain. Donc aujourd'hui, appréhender la façon dont fonctionne tout notre système dans une logique écosystémique, sachant que tout est en interaction. On ne peut pas mettre dans des silos, comme on l'a fait si longtemps en France, l'alimentation d'un côté, l'eau d'un autre, la santé encore d'un autre, l'économie, les paysages, l'écologie encore d'un autre. Il faut tout aborder en même temps. C'est ce qui fait la complexité en fait, de cette pensée. Mais la nature, elle aussi, est complexe. Elle n'est pas compliquée, mais elle est complexe. Bien sûr, merci beaucoup. Allez, une autre question, je vous en prie. Je ne vous vois plus. Là, allez en bas, un jeune. J'en profite. Moins de 29 ans. Ouais, c'est ça. Oh, ben là, c'est bon, je pense que je ne me trompe pas. Je vais rajouter des critères à mes choix. C'est une question surtout pour Nicolas Bricas. Donc de votre activité au CIRAD. Donc c'est un organisme de recherche qui fait de la recherche-action dans les pays du Sud, enfin dits du Sud. Et je me demandais dans quelle mesure les expériences, toutes les initiatives qui ont été recensées par le CIRAD sont valorisées et partagées, et quels sont les liens avec ces pays, quels sont les liens qu'ont ces pays avec les agriculteurs européens, français, et les institutions françaises. Et enfin, qu'en est-il aussi de la coopération internationale sur l'alimentation et la transition agroécologique? Merci beaucoup. Donc Nicolas Bricas, voilà une question au niveau de vos activités sur le CIRAD, avec l'agroécologie est beaucoup utilisée dans les pays du Sud. Quels sont les liens qui existent, les liens d'information, de dépendance, de partage d'expérience, tout ça, tout ça. D'accord. Donc le CIRAD, c'est un établissement public de recherche qui fait de la recherche avec des institutions publiques de recherche des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et dans les DOM-TOM, qui s'est engagé depuis une dizaine d'années sur l'agroécologie, clairement. Aussi, en fait, parce que c'est une demande des organisations paysannes dans plein de pays, c'est d'avoir plus de capacité, de trouver des solutions quand il y a des attaques de maladies, quand il y a des besoins de fertilité, mais qu'on ne peut pas s'appuyer sur de la chimie ou sur du minéral pour le faire. Ça ne veut pas dire que 100% du travail au CIRAD est fait en agroécologie. Il y a aussi un travail sur l'amélioration des plantes, il y a aussi un travail sur la compréhension des maladies. Voilà. Mais c'est un travail de coopération avec des institutions d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine pour relever les défis des transformations extrêmement rapides. La zone intertropicale, c'est la zone qui souffre le plus du changement climatique. C'est celle qui est la plus affectée par des effets qui ont été faits dans les zones tempérées. Donc le changement climatique, il est rapide, il est dramatique, il est fort et ça demande des solutions importantes. Donc c'est un travail de recherche en commun, c'est un travail de formation, on forme des chercheurs et on travaille en coopération. Il y a, à l'échelle internationale, il y a un débat sur la question de l'agroécologie, avec notamment une grande interrogation d'un certain nombre de pays qui ont eu des capacités de production encore relativement moindres que celles qu'on a par habitant, on va dire, qui ne produisent pas autant de nourriture par habitant que ce qu'on produit en Europe, et qui ont peur qu'une agroécologie ne permette pas de dégager suffisamment de nourriture pour les nourrir, d'autant qu'ils sont en croissance économique rapide. Donc ça crée un vrai débat
un débat dans lequel justement on essaie de le faire avec des organisations paysannes, avec des organisations de la société civile, pour aussi montrer que si l'agroécologie aujourd'hui, en moyenne, a effectivement des rendements moindres, c'est aussi parce qu'on n'a pas eu 50 ans de recherche comme on a eu sur l'agriculture industrielle pour obtenir des rendements qu'on obtient aujourd'hui, même si aujourd'hui en Europe ils stagnent, voire ils diminuent, puisqu'on arrive au bout du modèle. Donc oui, on essaie de le jouer dans une solidarité internationale, de participer aussi aux grands débats internationaux sur les nouveaux modèles agricoles. Et il faut être conscient qu'on n'est pas forcément toujours d'accord, hein. On a aussi des pays qui sont très attirés par la révolution numérique, par la révolution génétique, en disant peut-être que c'est un moyen finalement d'aller plus vite, de très vite pouvoir augmenter notre production et de devenir souverain. Il y a une demande de souveraineté alimentaire. Évidemment, on débat en disant souverain, mais souverain, ça veut dire quoi? Si c'est de complètement dépendre des puces de Taïwan, de l'énergie fossile nécessaire pour entretenir des systèmes très technologiques. Donc il y a un vrai débat, et je pense que ce qui est important, c'est de mettre tout le monde en capacité de le faire de façon équitable et de façon à ce que la population soit aussi capable de participer à ce débat. Merci beaucoup. C'est encore un autre sujet, mais qui est extrêmement intéressant aussi, hein. Allez, une autre question, je vous en prie. Allez, au milieu, si vous voulez bien. Je ne sais pas où sont les dames. Elles sont deux au milieu, voilà. Ça, je vous laisse choisir. Bonsoir, je m'appelle Émilie, je suis agricultrice bio et je me pose une question en fait quand je lis le titre de cette assemblée, Assise territoriale de la transition agroécologique et de l'alimentation durable. C'est pourquoi est-ce qu'on n'ose pas parler d'agriculture bio tout simplement? Parce qu'en fait, en tant qu'agriculteur bio, c'est vrai qu'on est quand même en ce moment assez écrasé par tout ce qui arrive à tous les agriculteurs et que l'Europe avait fixé un objectif de 25%, on n'est même pas à 10%. Toutes les politiques vont contre nous, enfin la majorité, on se sent opprimé. Et donc, est-ce qu'on pourrait simplement ici parler d'agroécologie biologique? Parce que tout le monde le sait, qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils font de l'agroécologie, mais ils continuent de dépendre des pesticides et du glyphosate qui sont très néfastes pour les écosystèmes et la santé humaine. Il y a des gens qui utilisent le mot régénératif, qui sont financés par les plus grandes fortunes de France et qui continuent d'utiliser des pesticides et du glyphosate. Est-ce qu'on pourrait avoir le courage, dans une assemblée comme ici, de parler d'agriculture biologique? Merci. Alors, je vous remercie. Bon, alors, normalement, en agroécologie, on n'est pas censé utiliser du glyphosate, hein. Mais voilà. Tout à fait, c'est complexe. On va laisser peut-être Perrine, bon courage. Merci, Émilie, pour la patate chaude. Alors, je pense que tu faisais référence à ce qui s'est passé dans la journée, puisque tu me disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu beaucoup de références à l'agriculture biologique. Et effectivement, c'est bien dommage. Comment vous dire, en tant que praticien, pour vous décrire un peu la chose, l'agroécologie, c'est un ensemble de techniques dans lesquelles on va mettre l'agroforesterie, on va mettre des techniques qui, on va dire, ne vont pas faire de mal aux vivants, théoriquement. Mais on a encore aujourd'hui des gens qui s'abritent derrière la transition écologique et qui sont accros au glypho. C'est les accros au glypho, ils vous disent on va faire de l'agriculture de conservation, on va préserver les sols. Donc ils font tout bien, hein. Ils font plus de labour, ils font des engrais verts, tout est nickel. Et pour détruire l'engrais vert, parce que vous savez qu'une fois que l'engrais vert a poussé, il faut bien semer la culture principale, qu'on veuille faire du blé ou du maïs. Et bien pour détruire cet engrais vert, qu'est-ce qu'ils font? Un petit coup de glypho. Donc effectivement, là, il y a des incohérences. Et pour autant, techniquement, on sait faire. Et c'est ça qui fait la retenue. C'est ça qui fait que les gens ne vont pas jusqu'au cahier des charges en agriculture biologique qui est clair. Il n'est pas du tout assez suffisant, hein. Le cahier des charges bio en France aujourd'hui, il dépend du cahier des charges européen, ça a été modifié il y a quelques années, et franchement, c'est hyper facile de faire de la bio. Il suffit de ne pas utiliser de produits. Mais on tombe dans un autre écueil qui parfois peut être du bio conventionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on allie les techniques d'agroécologie et la labellisation bio, ça c'est la piste pour demain. Voilà pourquoi il faut parler d'agriculture biologique aussi et ne pas se réfugier derrière « Ah bah oui, mais je fais tout bien, mais derrière j'ai quand même besoin d'utiliser du glyphosate parce que sinon je m'en sors pas ». C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui techniquement sont tout à fait capables aujourd'hui de faire de l'agriculture de conservation des sols tout en étant en agriculture biologique. Il suffit de passer le cap technique et ne pas se laisser avoir
par ces fameux discours ambiants, et tu en parlais tout à l'heure, Nicolas aussi, qui font « Ah ben non, on ne sait pas faire, c'est pas possible techniquement. » Si, on sait faire. Donc allons-y. Oui, c'est plus complexe. Oui, ça demande un petit peu plus de jugeote, un peu plus d'analyse, c'est plus compliqué d'y aller. Mais on sait le faire techniquement. Donc, effectivement, ne nous réfugions pas derrière notre petit doigt et parlons d'agriculture biologique. Merci beaucoup. Donc, pas d'intrants, pas de pesticides. OK. Allez, on va prendre une dernière question peut-être, s'il vous plaît. Bon, j'y vois plus. Allez, monsieur là-haut, on y va. Bonsoir, merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question. On a beaucoup parlé de jeunesse ce soir et de rapport à la technologie pour le développement agricole d'aujourd'hui et de demain. Ça implique du coup de parler aussi de rapport à la mécanisation et de pénibilité au travail et d'un potentiel besoin croissant en main-d'œuvre lorsqu'on parle de modèles en agroforesterie ou en permaculture. Et donc, en fait, quand il y a des problèmes d'attrait de la jeunesse pour les métiers agricoles dont on parlait tout à l'heure, et ben, quelle solution, quelle perspective on peut imaginer pour ces problématiques-là? Et ben, moi, je vais parler avec le maigre recul que je peux avoir en tant qu'étudiant et au travers de stages que j'ai pu effectuer en Amérique latine, notamment sur des modèles agroforestiers pour la production de cacao ou de café, où il y a cette même problématique de main-d'œuvre-là qui se manifeste. Et donc, en France, en Europe ou ailleurs, quelle perspective on peut entrevoir pour cet attrait-là de la jeunesse? Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Salomé, est-ce que la jeunesse est attirée par les métiers de l'agriculture? Bah, après, encore une fois, la jeunesse, c'est beaucoup trop large, bien sûr. Dans son ensemble, non. Après, est-ce qu'il y a une baisse de l'intérêt? C'est toute la question. Et en fait, on revient aussi à la question qu'il y avait sur les domaines agricoles. Comment on arrive à accéder à l'agriculture? Moi, j'ai interviewé quelques jeunes justement qui s'étaient lancés dans l'agriculture, et en fait la plupart du temps c'est parce que leurs parents y étaient, voire qu'ils possédaient un domaine agricole et donc ils allaient pouvoir en hériter, et qu'il y avait vraiment des grosses perspectives, en tout cas dans les jeunes que j'avais pu interroger pour eux. Mais sinon non, ils le voyaient comme des emplois saisonniers éventuellement, je pense aux vignes, où voilà, on va faire ça de temps en temps, on le voit pas comme une carrière. Et c'est comme pour tous les emplois, pour moi, c'est une question de conditions de travail, d'heures de travail, de rémunération, bien évidemment, et de connaissance de ces emplois-là, parce que là, on parle beaucoup évidemment d'agriculture, mais en fait, il y a tout un tas d'emplois dont on a besoin en France, qui sont effectivement pas occupés et qui ont des problèmes d'attractivité parce qu'ils sont méconnus auprès des plus jeunes, et parce qu'il y a cette scission très forte entre les filières dites professionnelles et les filières qui vont mener aux études supérieures, qui sont quand même encore aujourd'hui beaucoup plus valorisées socialement notamment. Et donc c'est une question aussi, voilà, de transformation de ce système éducatif et d'accès à la connaissance. Et vraiment, j'insiste sur les conditions de travail. Enfin, moi, les jeunes que j'ai interrogés, pour toutes les professions, ça vaut. C'est qui a envie de se lever pour faire un métier qui va être pénible, qui va être mal rémunéré, qui va pas du tout permettre d'obtenir une reconnaissance sociale. Si on veut, et ça me semble vraiment être du pur bon sens, hein, mais quand même important de le rappeler, si on veut que les plus jeunes aient envie de se lancer dans les métiers agricoles dont on a besoin, tout simplement, permettons-leur d'avoir des conditions qui sont des conditions dignes et d'avoir une reconnaissance de la société. Et en fait, ça rejoint tout le problème des agriculteurs dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont dans des conditions pour la plupart qui sont déplorables, ils ne gagnent pas beaucoup, et en plus personne ne reconnaît l'utilité, enfin pas personne, mais on ne reconnaît pas assez, la société ne reconnaît pas assez le rôle central qu'ils occupent dans nos vies. Merci beaucoup. Perrine, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, sans caricature aucune, on a deux profils de jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'agriculture. On a les jeunes dont je parlais tout à l'heure, qui sont plutôt des néo-ruraux, qui fantasment un petit peu le retour à la terre, qui voient ça comme un moyen de travailler au contact de la nature et qui pensent que les métiers de l'agriculture, c'est plutôt zen, c'est plutôt cool. Bon, ils comprennent très vite que ça n'est pas le cas et qu'il faut courir après la machine pour gagner sa vie et boucler les fins de mois. Donc il y a ça, ce paysage-là. Et ces jeunes-là, quand ils commencent à se former, quand ils commencent à faire des expériences comme vous, ils se rendent compte que oui, il y a une certaine pénibilité de ces travaux-là, mais en même temps, quand on voit toute cette génération de jeunes gens qui se précipitent dans les salles de sport, je me dis où est la logique, tu vois? Alors la pénibilité, elle n'est pas juste musculaire et physique, elle est la pression, le fait d'être toujours en action. Imaginez, quand on est agriculteur, on est producteur, on est mécanicien, on est logisticien, on est comptable, on fait de l'admin, enfin bref, comme n'importe quel chef d'entreprise, mais en plus on travaille avec la terre et avec le climat. Donc c'est toutes ces difficultés qui sont
pas appréhendés, sur lesquels cette population-là va revenir. Et puis vous avez la jeunesse dans les campagnes, là d'où je suis, où on a quand même encore le week-end des concours de tracteurs, du tracteur pooling, et les jeunes, quand ils voient un nouveau tracteur, ils sont là, waouh, c'est un bijou. Donc tu vois, il y a deux types de population. Il va falloir trouver une voie du milieu. Parce qu'il va falloir que les NIMA soient un peu plus au fait des réalités et que la pénibilité peut exister. Moi, j'ai rien contre les tracteurs, hein. Je rêve du jour où ils vont consommer de l'urine plutôt que de l'essence. Et ça, là, il y a un pan où on peut faire de la R&D hyper facilement. Mais s'il faut limiter la charge, limiter l'impact, limiter la pénibilité, allons-y avec les machines qu'on a à disposition. Ne soyons pas idiots, hein, en soi. Donc, c'est comment jauger à chaque fois cet équilibre entre éthique, équilibre économique et puis équilibre de l'humain. Il faut durer. Et tous ces jeunes qui bifurquent, là, qu'on voit arriver dans l'agriculture, aujourd'hui, ils appréhendent le métier de façon assez bizarre pour nous, mais pourquoi pas, ils sont en totale liberté par rapport à ça et j'aime beaucoup cette liberté. Ils y vont 4, 5 ans, 6 ans. Puis après, ils estiment qu'ils ont fait leur expérience, ils vont faire autre chose. Et je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on fasse des vrais paysans, mais pourquoi pas s'ils arrivent à transférer les connaissances qu'ils ont acquises. Donc peut-être qu'aussi, la physionomie des carrières de paysans va changer à l'avenir. Et on pourrait imaginer des carrières de paysans, un peu comme un service militaire paysan, on enlève le mot militaire, où les jeunes iraient voir ce qu'est la réalité du travail des champs avant d'aller faire n'importe quel autre métier. Et après, on décide qui veut y aller. Et là, il y aurait plus d'argent pour la R&D. Là, il y aurait plus de moyens à injecter dans l'agriculture pour opérer cette fameuse transition. Merci beaucoup. J'ai juste une question sur les jeunes, les néo-ruraux. Quel âge ils ont ? Est-ce qu'ils sont vraiment à la fin du lycée ou est-ce que c'est après un début de carrière ailleurs ? En fait, c'est après un début de carrière. La plupart, on a eu ce mouvement très fort avant le Covid. Il a un petit peu perduré après parce que les gens ont eu peur. Donc tout de suite après le Covid, hop, ils se sont lancés vers des trucs à la campagne. Et puis là, aujourd'hui, on a, pour vous donner une idée, dans les BPRA. Les BPRA, c'est les brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole. C'est-à-dire le diplôme que les jeunes vont passer pour obtenir les financements de la PAC pour s'installer en agriculture. On n'a pas besoin de diplôme pour s'installer en agriculture de façon réaliste, mais c'est plus simple si on en a un, et c'est celui-là que choisissent les néo-ruraux. Et dans ces BPEA, il y a, vous me demandiez, il y a ça 6 ans encore, tous les BPEA maraîchage bio qui se créent, de façon très, on va dire, opportuniste, parce qu'ils savaient qu'ils recrutaient beaucoup de néo-ruraux. Aujourd'hui, ils ont vu baisser de plus de 60% leur recrutement. Il y a 6 ans, ils faisaient le plein, il y avait une liste d'attente. Aujourd'hui, ils remplissent à peine à 40%. Donc ça va être un vrai sujet. Oui, Nicolas, je vous en prie. Oui, je voulais dire que j'aime pas beaucoup ce terme de transition agroécologique parce que ça donne le sentiment qu'on va passer d'un modèle industriel à un modèle agroécologique dominant. Et je pense qu'en fait, c'est pas parti pour ça. Je pense qu'en fait, on va avoir une coexistence de modèles extrêmement diversifiés, des agriculteurs de la génération d'après les années 50, qui sont encore des agriculteurs familiaux, qui possèdent leurs terres, qui travaillent éventuellement un peu avec les enfants, quelques salariés, mais qui sont le modèle, on pourrait dire, de la deuxième moitié du XXe, qui va continuer. On va avoir aussi des investisseurs qui vont acheter le foncier, parce que comme le disait Perrine, aujourd'hui c'est inaccessible de racheter une ferme, donc c'est les investisseurs qui vont le racheter, qui vont salarier des gens. Pour quel type de modèle? Je pense que ça va être aussi assez varié. On a tous ces nouveaux jeunes qui veulent s'installer souvent à plusieurs, à temps partiel sur l'agriculture, qui veulent faire agriculteur et autre chose, et qui disent d'ailleurs qu'ils ne vont pas forcément faire ça toute leur vie, ce qui était impensable dans une conception d'agriculteur du XXe siècle. Hein. Donc on va vraiment avoir une diversité, comme on a aujourd'hui une diversité d'entreprises agroalimentaires. On a quelques gros monstres et on a une myriade de micro-entreprises et de petites entreprises et de travail à la ferme. On va avoir de la robotisation dans certains cas et du travail manuel dans d'autres cas. On va avoir une coexistence de modèles extrêmement différents. Mais quand on laisse tout coexister dans une politique du en même temps, tout est possible. On sait aussi que les plus puissants et les plus forts dominent les autres. Et que l'enjeu, ça va être la régulation de la coexistence de ces modèles. Et ça me semble être une façon de penser complètement différente de même de l'idée de transition. On ne va pas transiter d'un modèle vers un autre, on va transiter d'un modèle qui a été dominant vers une myriade de modèles coexistant en concurrence, en conflit et en complémentarité, et qu'il va falloir apprendre à gérer ça. Et ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne autrement à penser ce que disait Perrine tout à l'heure. C'est ça la complexité, c'est avoir des modèles différents qui coexistent et comment on gère
leur interaction pour avoir un monde qui est vivable demain. Et c'est ça l'enjeu. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les quatre. Donc Laurent Cherchy du Reflet d'Aubione, Nicolas Brica, Perrine Bulgheroni, Salomé Saké. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous toutes et tous d'avoir été aussi nombreux. Pour ceux qui ont encore un petit peu le courage et envie, vous retrouverez la librairie Fière de Lettres et les magazines Sans Transition qui sont dans le hall en haut. Et donc Salomé, Perrine et Nicolas se proposent de vous dédicacer leurs livres. Profitez-en, n'hésitez pas, c'est formidable. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.